J'espère que vous avez profité de cette pause déjeuner pour recharger les batteries. Oui, la SNCF la FNTV, bon là aussi la SNCF. La FNTV m'a demandé de faire des petites blagues pour éviter que vous endormiez après le repas. Je ne garantis pas la qualité des blagues, mais c'est important que vous restiez avec nous. On va accueillir maintenant nos prochains intervenants sur un autre thème à enjeu, l'autocar comme atout pour le tourisme durable. Et je vais appeler du coup à me rejoindre. On a Christine qui est très au taquet et qui est déjà là. Christine Français, directrice générale des Cars Grisel et présidente de la commission tourisme de la FNTV. Michel Say, président de Réunir. Et Paul Vidal, conseiller délégué au transport scolaire et interurbain de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Puisque c'est encore ce poste que vous occupez, cette fonction que vous occupez aujourd'hui. Encore quelques jours. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder une nouvelle vidéo qui pose le cadre des débats. Alors, je vais poser une question un petit peu pour la gratter parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de transport routier. Et donc, on se pose toujours la question de savoir si c'est le transport routier est-il écologique. Et donc, je vais laisser la parole à Christine, voir est-ce qu'effectivement, c'est un mode de transport écologique. Je crois que par nature, le transport en autocar pour le tourisme est écologique. C'est un transport durable, puisque de toute façon, on rassemble plusieurs personnes qui ne prennent pas des voitures et qui ne font pas d'autosolisme. Et en plus, ça peut partir de chez soi, donc c'est un transport de proximité et c'est fédérateur. La question qu'on se pose beaucoup sur les cars de tourisme, du coup, c'est la motorisation. C'est la question qu'on se pose effectivement. J'en parlais à midi avec mon voisin de table. Et on a un souci pour le tourisme parce que si on part sur l'électrique, si on part sur l'hydrogène, si on part sur du gaz, l'avitaillement sur les longues distances. Qui dit tourisme dit voyage en France avec des longues distances. Et là, comment on fait ? Alors peut-être un début de réponse avec la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on a parlé beaucoup de mix énergétique ce matin, on a parlé de la solution électrique. Je crois que chez vous, vous faites un vrai pari sur l'hydrogène. Est-ce que ça pourra s'appliquer aussi sur les cars de tourisme ? Alors la réponse, si le car est écologique, la réponse est oui. J'en veux pour preuve que si on fait tourner même, y compris un TER, avec 20 personnes à l'intérieur, ou un car avec 20 personnes à l'intérieur, le car est largement gagnant en matière environnementale par rapport au train. Donc ça aussi, c'est une notion que tout le monde oublie, parce qu'il y a beaucoup de fanatiques du chemin de fer, qui rapportent rien, parce qu'en fait c'est des gens qui sont restés dans un système un peu trop à l'ancienne, et un car vaut bien mieux quelquefois qu'un train. Donc ça, c'était juste une remarque personnelle. Et puis du coup, je ne me rappelle pas de votre question, alors s'il vous plaît, si vous pouvez me la reposer, ça ira bien. Je pense que le retour du déjeuner va être compliqué. Non, on n'a pas bu. Non, mais je le connais, ils étaient en plus côte à côte au déjeuner. Oui, mais on n'a pas bu, on a préparé l'entretien. Je n'avais pas sous-entendu ça. Non, je vous interrogeais sur l'hydrogène. Oui, alors effectivement, la région mise sur l'hydrogène, avec de la production, de la distribution, des motorisations, mais il est clair qu'on ne mise pas que sur l'hydrogène, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire fonctionner un car hydrogène comme on fait fonctionner un GNV, tous les autres cars, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on fait du rétrofit, que le rétrofit c'est de l'artisanat, excusez-moi du peu, mais moi je considère que
on n'est pas capable de faire du rétrofit comme une ligne de production d'un constructeur. Et donc, on n'approvisionne pas. J'ai personnellement signé une commande de 15 autocars rétrofités hydrogène il y a déjà quelques mois. Pour l'instant, on n'en a pas vu l'ombre d'un. La pile qui était pressentie n'a toujours pas l'homologation. Donc aujourd'hui, on mise sur l'hydrogène, mais pour le monde à venir. Mais en attendant, on travaille avec les énergies actuelles. Mais rassurez-vous, je suis pour le mix énergétique et pas du tout pour le tout électrique ou le tout hydrogène ou le tout gaz naturel. Parce que de toute façon, on n'y arrivera pas si on veut faire une seule énergie. C'est très clair, c'est un avis partagé, je pense, par la profession. Michel Say, l'avenir de la motorisation des cars de tourisme, selon vous, quel peut-il être ? Il faut quand même bien vous dire que intervenir sur une table ronde pour parler du tourisme durable et de l'autocar, au début j'ai cru que c'était une plaisanterie, mais en fait la question se pose tout à l'heure, et d'ailleurs la personne de chez Daimler qui intervenait ce matin a aussi rappelé à 2 reprises que il y a les autobus, il y a les autocars, et puis il y a aussi les autocars de tourisme. Et l'autocar de tourisme joue un rôle évidemment très, très important dans Alors le tourisme durable, oui, parce que par définition, comme Christine vient de le dire, un autocar, c'est un autocar de véhicule de transport en commun de personnes, par définition, oui. Mais quand on regarde la vraie définition du tourisme durable, il y a tous les enjeux du tourisme durable. Il y a certes l'impact environnemental, et là pour le coup on est dans le sujet des motorisations, que ce soit d'ailleurs sur les activités régulières ou que ce soit sur les activités de tourisme, mais il y a aussi tous les autres enjeux du tourisme durable. Et l'autocar répond à la première case que l'on doit cocher, c'est est-ce qu'on est effectivement, on a un impact environnemental qui est plus performant parce qu'on prend un autocar ou un autre mode de transport. Évidemment que la réponse est oui. Évidemment, la réponse est oui. Est-ce que dans cette perspective de transition énergétique, on est totalement serein sur les activités de tourisme? C'est-à-dire, on ne l'est pas sur les activités régulières, évidemment qu'on est encore moins sur les activités de tourisme, c'est certain. Il y a une vraie inquiétude, qui n'est pas une panique, mais qui est une vraie inquiétude dans nos entreprises, parce que cette activité de tourisme, elle est importante, elle contribue beaucoup à l'équilibre de nos comptes en fin d'année, elle est indispensable. On entend beaucoup, on voit bien la mobilisation qu'il y a autour de la transition énergétique du côté de nos clients avec les régions. En ville, on voit quand même que les choses avancent, hein, l'électrique a trouvé sa place. Et nous, sur ce créneau qui est le créneau du tourisme, c'est beaucoup plus angoissant parce qu'on n'a pas de réponse pour l'instant. On voit se profiler des solutions. On voit bien aussi que les réponses électriques, elles évoluent, mais que ça ne sera probablement pas une réponse pour nous. On essaye de voir ce qui se... Ce matin, on a un petit peu eu un discours qui nous rassurait quand même. Oui, non mais sincèrement, aujourd'hui, l'électrique, on voit bien que la réponse, de toute façon, la motorisation électrique, ça sera probablement la réponse finale. Mais la motorisation électrique, ça dépend. On a la pile, on a la batterie, ou on a demain peut-être l'hydrogène qui permettra d'alimenter un moteur électrique. Il y a des solutions qui se profilent, y compris celle d'ailleurs du moteur à hydrogène. Et là, pour le coup, on est très attentif à ce projet, puisque là, vraiment, pour le coup, ça serait quelque chose qui répondrait beaucoup plus efficacement à cette activité de tourisme. Et pour l'instant, on en est là. Donc voilà, les choses évoluent, mais pour l'instant, on en est là. Donc contrainte de matériel, peut-être contrainte financière, alors pas encore, parce qu'effectivement, il faut d'abord résoudre cette problématique de matériel. Mais Christine, sur les problématiques et les enjeux qu'on aura rencontrés, financement, ça sera un sujet ?
Ça sera forcément un sujet, oui, puisqu'on sait que c'est beaucoup plus onéreux d'acheter un car avec une nouvelle motorisation. Et comme on n'a pas de vision et que l'occasionnel, le tourisme, ce ne sont pas des marchés, ce sont des volontés de groupes de sortir, d'aller visiter, ça va forcément être un problème, puisqu'il faut prévoir un investissement sur lequel on n'a pas de visibilité. Et on a un autre souci, c'est l'image qu'on a en termes d'autocar pour les pouvoirs publics, avec la création des ZFE, tout ça qui peut être un frein pour le tourisme en autocar. Moi, je tiens à souligner aujourd'hui la grande victoire de la FNTV sur la ZTL de Paris. Je félicite les équipes de la FNTV pour ce combat mené et réussi. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de combats pour faire admettre au grand public et aux autorités organisatrices et à tous les acteurs du tourisme l'intérêt de l'autocar dans ce milieu. D'où l'importance de réaffirmer effectivement tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant sur l'autocar en tant qu'acteur de la transition durable. On sait que c'est pas encore effectivement mature, mais ne serait-ce que par nature, comme vous le disiez, de transport collectif, effectivement, il répond quand même à une partie de ce besoin de tourisme durable, tant est qu'on ne puisse encore rentrer dans les lieux touristiques. Vous le soulignez à l'instant, Michel, si vous voulez compléter un petit peu sur ces zones. Oui. C'est le vrai paradoxe, au fond, c'est ça le paradoxe. Parce qu'on prive un moyen de transport collectif de ce qu'il peut apporter en termes d'impact environnemental sur le tourisme dans les villes. C'est un vrai paradoxe. En fait, les élus voient en l'autocar, prenons l'exemple, un exemple qu'on connaît bien, c'est Paris. Les élus voient en l'autocar un poids lourd. Ils voient un poids lourd qui tient beaucoup de place et qui fonctionne au diesel. Mais, OK, alors ça, on sait que sur la motorisation, les choses peuvent évoluer, vont évoluer, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Mais le véhicule de transport de voyageurs, il est là, il est toujours là, et il évite pour beaucoup de voitures, de modes de transport peut-être beaucoup moins écologiques, d'encombrer nos villes. Mais c'est quelque chose qui est arrivé. La France n'a pas été précurseur sur ces sujets-là, puisque ce sont des sujets qu'on a commencé à voir arriver en Italie, où on avait dans les villes italiennes, on voyait arriver des zones de circulation, des demandes d'autorisation préalable pour pénétrer dans ces zones. Et puis l'idée a fait son chemin. Aujourd'hui, c'est très compliqué, par exemple, et très cher, d'organiser un voyage touristique à Rome, à Florence. Ça coûte une fortune. En autorisation, en on a vu un impact du coup sur la fréquentation touristique. On a des chiffres, on a un recul. Alors, très honnêtement, moi je ne l'ai pas, mais il y a forcément un impact. Tout à l'heure, je disais que le tourisme durable, il y avait plusieurs critères. Il y a le critère social dans le tourisme durable. Et un des curseurs qui est celui de l'autocar, à savoir l'impact social. On voit là aussi tout de suite que l'autocar de tourisme coche la case, puisque l'impact social de l'activité touristique faite par un autocar, c'est un moyen de locomotion qui est peu cher. Et ces dispositions qui sont prises pour taxer les autocars pour ces villes qui sont très fréquentées, c'est un non-sens à deux niveaux. Parce que d'abord, il est écologique et d'autre part, il a cet avantage, c'est qu'il permet à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer l'avion ou de se payer des modes de transport plus chers, de pouvoir découvrir et visiter et faire du tourisme. Donc, pour moi, c'est un non-sens. Bon, moi, vraiment, un grand coup de chapeau à la FNTV parce qu'il fallait absolument gagner et réussir à convaincre la maire de Paris de cette mesure parce qu'elle est très symbolique aussi. Je veux dire, si Paris a pris cette décision, probablement que les autres villes, Grenoble, Lyon, pourront aussi être en éveil par rapport et en réaction par rapport à ça. Parce que ne taxez pas les autocars, c'est un non-sens, c'est ridicule.
en tant qu'acteur public, même si ça va être directement vos deux, trois petites choses. Vous avez quand même toutes et tous remarqué que toutes ces contraintes ne viennent pas des régions de France. Il faudrait que ça soit clair là-dessus. C'est dans les métropoles, bien identifiées, bien connues, dont celle que je connais le plus, qui est celle de Lyon, où on dirige avec un dogme qui n'a rien à voir avec l'économie. On est pour de la décroissance. Donc, les régions de France, et j'associe tous mes collègues des régions de France, on n'est pas du tout dans cette démarche de pénaliser les autocars dans leur quotidien, en fait. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que quand on parle d'autocars de tourisme, on voit un car qui part de Lyon, qui va à Barcelone avec des touristes pour visiter la ville et tout. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, alors, on a une particularité. On a des sites remarquables, on a beaucoup de stations de sport d'hiver qui sont très fréquentées aussi l'été, et on fait du transport de tourisme qui n'a pas du tout la même connotation que ce que vous faites. Vous parlez donc. Nous, on prend les gens à Grenoble, on les amène dans les stations. Alors, on a des transaltitudes, on a toute une série de réseaux. La vallée de Thône pour la Clusaz, le Grand Bornand, la vallée du Gifre, où là, l'autocar, justement, permet d'empêcher les voitures d'aller au bout à Six Fers à cheval. C'est un endroit remarquable, je vous encourage à y aller. Hein, c'est dans la vallée du Gifre. Et on empêche les véhicules d'entrer et on fait du transport par autocar obligatoire. Donc, et pour 1 euro. Les gens peuvent circuler sur toute la vallée et visiter tout ce qu'ils ont à visiter pour 1 euro. Donc c'est une forme de tourisme et complètement adaptée parce que pour l'instant on a des véhicules propres qui ne sont pas à hydrogène, bien entendu, qui sont au GNV. Il y a du HVO aussi. Enfin, on fait ça en permanence. Donc on croit beaucoup, nous, à ce que les cars et le car de tourisme puissent fonctionner. Et pourquoi pas l'électricité sur des petites distances comme ça. Et là, on est d'accord. Par contre, vous traversez la France, c'est inconcevable. Donc voilà un peu la position de la région là-dessus. Et on le fait en Auvergne aussi. Hein. On visite Vulcania, on amène les gens à Gergovie. Enfin, il y a beaucoup de tourisme qui est un tourisme dont on n'a pas vraiment conscience parce que ça a l'air d'être des petites lignes d'autocars, mais c'est des vraies lignes touristiques. D'ailleurs, on va ouvrir sur du positif, sur notre dernier échange. On l'a vu dans les conclusions du président Barrot, du ministre, tout à l'heure aussi, sur les JO, le bon impact des JO 2024, notamment sur le secteur de transport routier de voyageurs. Mais on a bientôt les JO 2030 chez vous. Et l'autocar, clairement, sera une partie de la réussite, une composante de la réussite. Une essentielle de la réussite. Parce que vous avez une ligne de chemin de fer qui est souvent dans la vallée, mais qui ne dessert pas les stations. Il va y avoir des milliers, pourquoi pas des millions de personnes qui vont venir dans ces JO. Et à partir de là, c'est l'autocar qui aura toute sa place. Alors, moi, je m'étais mis un peu à rêver que d'ici 2030, on aurait quand même obtenu cette quinzaine d'autocars hydrogène que j'ai commandés. Peut-être on les aura, peut-être on les aura pas, mais dans tous les cas, il faut absolument qu'on fasse. Et là, j'en appelle à la profession. Toutes les dessertes de stations dans le cadre des Jeux Olympiques 2030, il va falloir que vous nous proposiez des motorisations propres, quelles qu'elles soient. Mais si on ne voit pas un seul diesel, je crois qu'on aura réussi le pari. Et c'est vrai que la montagne est tellement belle, c'est bien de pas. C'est un des objectifs que vous vous êtes fixé. C'est un des objectifs que j'espère on pourra tenir parce qu'il est quand même très ambitieux. Michel, vous venez de cette région, donc je pense que JO 2030, quelle opportunité pour le secteur ? JO 2030, oui, bien sûr. Avant de parler des JO 2030, je voulais vous parler des JO de 2024. Parce que déjà, pour le groupe associatif Réunir que je représente, qui avait remporté l'appel d'offres des déplacements des Jeux Olympiques sur les villes, sur les petites villes, les villes moyennes. Donc toutes nos entreprises adhérentes, sur le nombre de véhicules qui étaient mis en œuvre pour ces Jeux Olympiques, 20% étaient déjà 20% de la flotte était en motorisation avec des carburants propres. Donc on est déjà, le mouvement il est enclenché.
Et on voit bien que si d'ici à 2030, les choses vont forcément évoluer. Donc pour répondre à Paul Vidal, bien sûr que d'ici là, je suis à peu près convaincu que il sera en tous les cas beaucoup moins compliqué de mobiliser des véhicules propres que c'était le cas en 2024. Je suis plutôt confiant sur les Jeux Olympiques 2030. Mais on parle de l'impact de l'autocar sur le tourisme durable. Eh bien, tiens, voilà un excellent exemple. Dès aujourd'hui, dès maintenant, vous prenez votre billet de train, vous montez dans votre TGV à la gare de Lyon pour aller dans une station alpine. Mais si vous utilisez des transports publics, vous devrez monter dans un autocar. Parce qu'il n'y a aucune station qui permet d'arriver en train à la station et de chausser. Il y en a une seule en Europe. Une seule. Vous savez où elle se trouve ? Non, elle se trouve dans votre région, monsieur le sénateur. C'est la station de Superluran. On descend... Oui, mais il n'y a pas de neige. C'est un autre sujet. Il faudrait savoir si c'est durable ou pas durable. Mais bon, mais voyez, non, c'est pour dire que on communique beaucoup sur les efforts de la mobilité, enfin que tout le monde mobilise pour cette transition énergétique. Mais sur le tourisme aussi, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait déjà. Et c'est une anecdote, mais le transport, par autocar, permettra aux utilisateurs du train pour les Jeux Olympiques d'accéder dans les stations de sport d'hiver. De toute façon, c'est difficile de le faire autrement, puisque les voies de chemin de fer n'y vont pas. On a déjà, et vous voyez, quand on parle de l'opposition des modes, là, on voit bien la complémentarité des modes. Donc, pour peu qu'on veuille s'engager dans un discours gagnant-gagnant, on sait qu'on peut le faire. Ouais. Je suis plutôt confiant parce que je la connais bien, cette profession. Je sais que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, sont tous inquiets, moi le premier, et moi le premier pour mon entreprise, mais aussi pour toutes les entreprises que je représente. Mais je sais aussi que la faculté d'adaptation et la volonté surtout de mettre en œuvre cette transition énergétique, pour peu qu'on sache du côté des transports réguliers où on va, parce que ce matin j'ai eu un peu de mal à savoir finalement, les débats étaient de grande qualité, mais on voit bien qu'à l'issue de ces débats, on a quand même une interrogation qui est est-ce qu'on a aujourd'hui un choix qui est plus facile sur l'électrique, sur l'hydrogène? Non, aujourd'hui on ne peut pas dire ça. Donc l'inquiétude n'empêche pas d'être confiant et le temps va travailler pour nous, en tous les cas je l'espère, mais moi je connais bien mes adhérents, je sais que je ne suis pas inquiet là-dessus, parce que ce pari-là, ils le gagneront. Moi, je vais vous parler un peu d'argent quand même. Pour remplacer l'autocar, pour emmener les skieurs et les visiteurs dans les stations, il existe un système qui est propre, c'est l'ascenseur Valéen. Sauf que l'investissement est entre 40 et 80 millions en fonction de l'endroit d'où vous partez pour arriver à quelle station. Donc, il n'y a pas photo entre un autocar propre et un ascenseur Valéen, un investissement. On sera incapable de faire tous ces investissements pour les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est ma première remarque. Après, je reviendrai sur les propos de Jean-Luc Gibelin, mon collègue vice-président Occitanie, qui dit on nous demande de faire des SERM. C'est fabuleux, le programme SERM est exceptionnel. Ceci dit, en passant, ne négligez pas la place de l'autocar dans le programme SERM. L'autocar sera un élément essentiel du SERM. Je pense qu'ils sont plutôt convaincus. Oui, mais ça fait du bien de le redire des fois. Ou du moins, s'ils pensaient que moi, je n'étais pas convaincu, au moins maintenant, c'est bien aussi. Ils savent que j'en suis convaincu. Et tout ça est fabuleux, mais on n'a pas de financement. Je vous rappelle, comme il l'a fait ce matin, que le versement mobilité, nous ne sommes pas éligibles au versement mobilité dans les régions, sauf l'Île-de-France. Pourquoi? Allez savoir, c'est comme ça. Mais moi, ma philosophie là-dedans n'est pas de dire on va remettre une taxe à tous les employeurs dans toutes les contrées de France et de Navarre. Et je trouve que c'est une absurdité. Donc il faut qu'on travaille à trouver des ressources qui seront générées, qui nous permettront de financer
toutes ces mobilités, qui sont très exigeantes, parce que ce matin, il y a eu des prix qui ont été donnés, on multiplie par 2, par 3, par 4 à chaque fois qu'on change de motorisation. Donc, si on ne nous donne pas les moyens financiers de faire ça, c'est un échec déjà. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais l'idée, et ça, moi, je tiendrai toujours ce propos, il n'est pas question de rajouter une couche de versement mobilité, soit celles qui en ont déjà, comme moi dans la métropole de Lyon, où il y a 2 points de versement mobilité, c'est énorme pour une entreprise sur la masse salariale, soit celles qui ne l'ont pas. Aujourd'hui, la situation financière de tout le monde est compliquée. Il ne sera pas question de prendre ce genre, ou du moins moi je ne voterai pas une proposition qui mettrait un versement mobilité augmenté. Mais il faut qu'on soit intelligent, imaginatif, pour arriver à trouver des ressources autres, pourquoi pas sur le tourisme, pourquoi pas sur les remontées mécaniques des stations, parce que les stations de ski, c'est des gens avec qui je travaille beaucoup, qui sont très gentils. Tous les maires des communes sont en train de rajouter 500 lits, 1000 lits dans leur commune pour avoir plus de touristes et attirer le monde. Mais il n'y en a aucun qui vient me voir en amont pour me dire on va mettre 1000 lits de plus, comment on va transporter ces gens? Ils me disent on a mis 1000 lits, il faut que tu nous transportes ces gens. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc à un moment donné, il faut peut-être qu'on prenne aussi sur ces revenus-là de vacances, en fait, de tourisme, pour arriver à financer tout ce qu'on doit faire. Oui, on avait légèrement mis de côté ce matin dans le débat, mais effectivement, c'est une vraie question. Le financement, est-ce que versement mobilité, taxe, j'entends à demi-mot ce dont vous parlez, c'est taxe sur les sacs de séjour, une partie sur la taxe de séjour. Est-ce que ce sont des problématiques sur lesquelles vous travaillez? J'imagine que oui, le tourisme durable, évidemment, dans la commission. Le financement aussi, j'imagine, font partie de vos débats? Ça en fait partie, effectivement. Il y a beaucoup de sujets, effectivement, et selon les régions, les pistes de financement sont différentes. Là, c'est évident que ça peut être sur la taxe de séjour, mais ça peut être aussi, comme le font les aéroports, sur les taxes d'approche. Enfin, après, oui, on y travaille, on y pense, mais on n'a pas encore les solutions. Juste, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 60 millions de nuitées par an. Et les aéroports, le problème, c'est que pour bouger les taxes d'approche, il faut avoir l'aval de l'autorité régulatrice des transports. Et pour être au conseil de surveillance de l'aéroport de Saint-Exupéry, c'est pas gagné d'avance, ça. Je sais. Merci à tous les trois. Michel, je voulais juste finir cette table ronde en saluant l'initiative. Parce que j'en ai vu passer quelques-uns des présidents de commission tourisme. Et il faut dire que vous avez vu l'activité transport de personnes régulier et occupe beaucoup les débats. Et les gens qui sont plus sur le segment tourisme sont des gens qui sont passionnés. C'est là où on retrouve les chefs d'entreprise qui aiment avoir leur beau véhicule pour faire du tourisme, qui aiment, voilà, etc., qui sont très attentifs aussi aux conditions de leurs salariés. Et je trouve qu'on ne les met, je me fais ce même reproche à moi, puisqu'à une époque j'avais des responsabilités à la FNTV, mais les sujets tourisme passaient toujours un peu à la fin de nos conseils exécutifs. Et là, j'ai trouvé que... Pas aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, voilà, on parle du tourisme et je voulais remercier Jean-Sébastien d'avoir pris cette initiative et en tous les cas, bravo, parce que personnellement, je trouve que c'est important. Si je peux rajouter quelque chose. L'activité tourisme, ça permet aussi pour nos conducteurs qui rentrent comme conducteurs période scolaire d'avoir une attractivité pour progresser dans le métier. Souvent, le grand désir des conducteurs qui arrivent, c'est de se dire, est-ce qu'un jour je pourrais faire du tourisme? Donc ça donne aussi une visibilité de carrière. Moi, alors, je pense que sur le tourisme, vous avez tout dit, donc je vais conclure différemment, moi. Bien sûr, bien évidemment. Moi, parler d'énergie aujourd'hui, en l'état actuel et en l'état des connaissances que nous avons, c'est faire un peu Madame Soleil. Et ceux qui ont des certitudes, ben, ils se trompent tous.
Ok, petit rebond sur ce matin peut-être. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. C'était important. Je pense qu'on parle à un public de convaincus, mais c'est important aussi de rappeler que l'autocar est un atout pour le tourisme durable. On va maintenant aborder un autre enjeu très important pour les transporteurs qui sont présents dans la salle et pour les AO, les clients, puisque ce sont les questions de recrutement que nous allons aborder aujourd'hui. Évidemment, je me renseigne un petit peu, j'aime pas trop vous plonger dans les chiffres, mais quand je lis que 59% des entreprises de transport de voyageurs ont du mal à recruter et que même 42% ne répondent pas à des AO, notamment parce qu'ils n'ont pas le personnel pour pouvoir y répondre, je pense que ça mérite qu'on s'y penche. Et je vais commencer déjà par une petite question interactive. Ça faisait longtemps que je vous avais pas embêté, mais ça vous permet de revenir avec nous si vous êtes en sieste post-déjeuner. Le flashcode, le QR code derrière moi. La petite question, avez-vous constaté une amélioration dans les recrutements de conducteurs au cours des derniers mois? Ça va s'afficher. Oui, on a déjà les réponses. Je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. Est-ce que vous avez vu dans vos entreprises respectives, mais aussi potentiellement au sein des AO, des améliorations dans les recrutements? Est-ce qu'il y a moins de difficultés? Alors, on a une réponse officielle, puisqu'effectivement, on a la chance cette année pour la rentrée scolaire, là, je parle du transport scolaire, d'avoir eu un peu moins de difficultés. On a vu qu'il y avait moins de pénurie, mais on va voir si ça se confirme auprès de vous. Bah, effectivement, vous êtes majoritaire à 70% à nous dire qu'effectivement, vous avez un peu moins de difficultés de recrutement. L'objectif de la prochaine table ronde, c'est de vous accompagner, de vous donner un petit peu des bonnes pratiques, des conseils, de voir un petit peu ce que la FNTV aussi a mis en place pour vous sur ces questions pour vous faciliter vos process de recrutement. Et je vais appeler du coup sur scène nos prochains intervenants. Jean-Marc Héberger, qui est administrateur du réseau École de la Deuxième Chance. Lydie Jallier, qui est directrice des ressources humaines de Keolis. Et Caroline Métrofeujas, qui est fondatrice et CEO de Nomade Éducation. Merci à tous pour votre présence. Avant de rentrer dans les débats, je voulais retourner voir les paroles de nos adhérents, puisqu'on nous les avons aussi interrogés sur ces problématiques de recrutement. Et donc, je vais leur laisser la parole dans une petite vidéo. Nous voici de retour à la FNTV. Nous allons maintenant aborder un autre enjeu primordial pour le secteur, qui sont les questions de recrutement et d'attractivité. On fait un peu plus de digitalisation dans les premiers entretiens. Après, 9 entretiens sur 10 concernent des conducteurs, donc à un moment, il faut tester les compétences sur le terrain, mais voilà, on essaye de s'adapter au public qu'on a, qui a un petit peu évolué. On a intensifié notre relation avec les parties prenantes, que ce soit les centres de formation, on s'est rapproché des centres de formation. On est devenu proactif dans le recrutement des candidats. Former et recruter des jeunes à 18 ans, la profession a même mis à disposition d'un lycée professionnel un autocar école équipé pour qu'ils puissent former. Nous avons investi dans un simulateur de conduite et nous avons installé le simulateur de conduite dans un autocar, ce qui nous permet d'aller à la rencontre des candidats. Nous les faisons conduire par le simulateur de conduite qui leur donne une approche ludique de la profession. En 2023, on a réalisé une grande étude sur l'attractivité des métiers de la conduite. De cette étude est ressorti deux axes de travail. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une attente forte sur plus de souplesse dans l'organisation du travail. La réponse qu'on apporte à ça, c'est dans certaines de nos filiales, des rythmes de travail en posté, des services de matin, des services d'après-midi, des services de journée. J'ai pu faire une action directe et rapide en proposant des contrats sur 4 jours, 35 heures sur 4 jours, pour laisser à tout personnel maintenance, mécanique et carrosserie 3 jours de congé par semaine pour leur permettre de faire d'autres activités. Nous avons aussi eu un œil assez attentif au public particulier et de plus en plus fréquent, qui sont les parents qui ont la responsabilité d'une garde alternée, pour également aménager les plannings en fonction de leurs besoins. On s'aperçoit que les outils collaboratifs, les temps d'échange, la
création de temps d'échange sous diverses formes. Ça peut être des petits déjeuners, des temps d'expression en tout cas, contribuent beaucoup aujourd'hui à répondre à des problématiques de fidélisation. On a travaillé spécifiquement nos salles de repos. Et les salles de repos, on doit y être bien, on doit avoir un climat serein, en tout cas être en capacité de pouvoir se reposer, de pouvoir partager un bon moment avec les collègues et de pouvoir adresser aussi tous les services administratifs dont on peut avoir besoin, et plutôt que de se déplacer à chaque fois pour y aller. Chaque fois qu'un sujet peut être étudié, l'amélioration des conditions de travail par le choix du matériel, c'est-à-dire ou des options, ou encore une fois des idées qui peuvent contribuer à mettre nos collaborateurs dans les meilleures conditions, ces solutions-là, elles sont mises en œuvre chaque fois que c'est possible en tout cas. Alors on le voit, la profession a plein d'idées pour permettre effectivement de répondre à ces problématiques de recrutement et de fidélisation. Lydie Jallier, qu'est-ce que vous avez mis en place? On a déjà eu une petite ébauche de messages passés, mais qu'avez-vous mis en place très concrètement au sein de Keolis? En fait, on va se rapprocher de ce qu'on a pu entendre dans le petit film. On a effectivement une approche, et en tous les cas, on a essayé d'innover aussi dans la façon d'approcher les candidats. Donc finalement, on est dans un rapport qui a quand même changé. C'est nous qui devons séduire les candidats et expliquer qui nous sommes et leur présenter aussi tout l'attrait qu'une entreprise peut présenter et tous les avantages qu'elle peut offrir. Et donc là aussi, donc, des entretiens qui sont plutôt des entretiens où nous leur expliquons tout l'intérêt à nous rejoindre. Et donc c'est eux qui nous recrutent finalement et qui font en sorte de rejoindre Keolis ensuite. Après, il y a aussi le fait de pouvoir sortir du cadre habituel et de faire des recrutements sans CV, donc de laisser la place à la relation, à l'échange, au dialogue. Là aussi, c'est très important. C'est un métier de terrain, c'est un métier de proximité. Et en fait, dans cet échange, on n'a pas beaucoup parlé de digitalisation, mais effectivement, sortir du carcan CV, aller très vite vers l'entretien, la rencontre, là aussi, ça facilite. Je pense que ce qui n'a pas forcément été abordé dans le film, c'est cette notion de rapport au temps. Il faut pouvoir être rapide, véloce dans la capacité à proposer une offre. Et aussi être extrêmement transparent, réaliste sur ce qu'est le métier, sur ce que ça induit. Donc il y a un champ de contraintes, mais c'est aussi un métier de passion. Et c'est vrai que le simulateur, par exemple, donne tout de suite à comprendre ce que ça veut dire qu'être derrière le volant. Et finalement, le car enfin, ce matériel qu'on a à sa disposition, c'est finalement un peu à soi. Et donc, voilà, créer l'appropriation très vite. Et puis, ça a été évoqué, aller vers les plus jeunes. C'est un métier qu'on connaît peu, c'est un métier qu'il faut, voilà, je pense, présenter, qui donne beaucoup d'opportunités, qui permet pour des personnes qui sont très éloignées de l'emploi d'y revenir, pour des jeunes qui ne se trouvent pas forcément bien à l'école, et je pense qu'on en parlera, de trouver une voie professionnelle rapidement et finalement de s'épanouir dans une vie qui semble parfois un peu compliquée à démarrer. Donc là aussi, on a des CFA par l'apprentissage. Donc nous avons 700 apprentis et 500 dans nos centres de formation et d'apprentissage. Et ça, c'est important pour nous. Et là, on va continuer à investir sur ces éléments-là, donc que ce soit sur la formation initiale et puis la formation continue. On a parlé de tourisme, on a parlé de scolaire aussi. Et c'est vrai que donner de la perspective, c'est important. Et là aussi, voilà, offrir des opportunités de formation et démontrer qu'on est capable de former, de développer en continu tout au long du cycle de vie professionnelle, c'est très important. Oui, on le voit dans les attentes, évidemment, on parle toujours de la recherche de sens, mais ce qui est très fort aussi, c'est effectivement la mobilité que vous offrez à vos collaborateurs, qui est très important. Donc vous me parliez de la partie sourcing, si on emploie les gros mots. Donc vous avez élargi votre sourcing au public jeune, reconversion. Quels sont les publics cibles en fait que vous ciblez aujourd'hui ? En fait, on s'interdit rien et personne. Bien au contraire, tout le monde est bienvenu. C'est très ouvert et très finalement inclusif comme secteur. Un point un peu nouveau peut-être, c'est le fait qu'on ait lancé un challenge auprès des lycées professionnels pour attirer donc nos futures conductrices ou conducteurs. Et là aussi, j'insiste sur le mot conductrice, c'est-à-dire la féminisation de ce métier est un des enjeux pour faire en sorte, et ce serait dommage de se priver de la moitié du marché du travail, de faire venir des jeunes filles ou des jeunes femmes à ces métiers de la conduite, mais pas que les métiers de la conduite, et les métiers de la maintenance aussi. C'est tout l'écosystème évidemment qui a besoin de ressources, et donc en allant à la rencontre de ces lycées, de ces lycéens justement, et en leur donnant la possibilité de travailler sur des sujets qui sont des sujets d'actualité pour nous, techniques, critiques, et d'être partie prenante de la solution. Je pense que c'est une façon de les attirer, de les faire venir à nous. Donc ça, pour nous, c'est un moyen important. J'ai parlé des centres de formation et d'apprentissage.
d'apprentissage, mais il y a aussi pour nous plein d'autres façons de faire, et pour nous c'est aussi de travailler en partenariat avec des associations. Je pense à l'APELS, qui est l'association pour l'éducation par le sport, avec qui nous travaillons. Et là aussi, les valeurs du sport, que ce soit d'ailleurs des valeurs de discipline, de rigueur, mais aussi de performance, nous intéressent. Et donc ces partenariats nous permettent de faire venir dans nos cars, derrière des volants, un certain nombre de jeunes et de pouvoir construire avec eux leur avenir professionnel. Ça peut être aussi avec des partenariats comme C'est possible, où on va parler là aux collégiens et aux collégiennes de ce qu'est le secteur, donc très très tôt. Et puis dans le même temps, on a aussi, et c'est 53% de nos CDI aujourd'hui, le label 45 ans et plus, qu'on est fiers d'afficher sur toute l'Île-de-France, mais qui est une réalité à l'échelle de Keolis nationalement. Et c'est vrai que ces jeunes de 45 ans et plus nous intéressent aussi et font partie des personnes sur lesquelles on croit et qu'on souhaite continuer à attirer. Vous nous parliez du profil jeune, effectivement, et notamment jeunes collégiens. Il faut aller les chercher jeunes. J'en profite pour passer la parole à Caroline, qui a fondé et vous dirigez aujourd'hui Nomade Éducation. Je vais vous laisser présenter Nomade Éducation, qui est une solution qui peut être intéressante pour l'ensemble de nos participants. Et puis on en parlera après, dans une autre question, du partenariat que vous avez lancé avec la FNTV. Okay, je commencerai par une petite anecdote pour vous dire que je suis très heureuse d'être là, parce que moi je suis une fille des cars. Je viens d'un tout petit village de Corrèze, et tous les matins de ma vie, je pense, entre 4 et 17 ans, j'ai pris le car. Je connais toujours le chauffeur du car, et vous parliez tout à l'heure de la ruralité. Donc moi c'était en Limousin et pas en Auvergne. Il y avait un rapport aux autres. J'ai des très bons souvenirs de suivre mon papa sur les terrains de rugby avec le car tous les week-ends. Je partais en séjour linguistique en car, et aujourd'hui mon fils choisit le car pour voyager en Europe parce que c'est beaucoup moins cher que le train. Voilà, donc je pense que l'industrie a de beaux jours devant elle. Voilà, on parle de convivialité, de vivre ensemble, et voilà, je pense que c'est un beau métier qu'on doit respecter, tous nos chauffeurs. Donc Nomade Éducation, c'est une idée toute simple, c'est de se dire que tous nos jeunes ont un smartphone entre la main, que c'est un outil égalitaire, qu'il est aussi bien possédé dans les grands quartiers que dans les zones prioritaires d'éducation. Et moi, j'avais envie, moi qui avais un papa avec un CAP couvreur en poche, qui m'a dit que l'école, ça faisait tout, de rendre à l'école, à l'âge de 40 ans, ce qu'elle m'avait donné. Donc j'ai créé une appli qui couvre tous les programmes à la révision du primaire, du collège, du lycée et de l'enseignement supérieur, avec une attention toute particulière pour tous les CAP, tous les bacs pro. Donc on a l'ensemble des CAP, des bacs pro à la révision dans notre application, parce que je fais partie de ces gens qui, comme vous, sont convaincus que pour faire un pays qui réussit, il faut des maths sup, il faut des maths p, il faut des licences STAPS, il faut des gens qui fassent du droit, il faut des fleuristes, il faut des bouchers, il faut des industriels, il faut des chauffeurs. Voilà. Donc l'histoire de Nomade, c'est ça. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a dit aux jeunes que pour réussir, il fallait se bouger, que le travail, c'était une valeur. Et on s'est retrouvé avec 1 million d'utilisateurs l'année dernière. L'entreprise a 10 ans, avec 180 000 bacs pro qui nous ont utilisés, qui prennent le goût de l'effort. C'est un mélange de Strava. J'adore le sport. Donc on a créé toutes les conditions que font l'app de sport qui nous motivent, la gamification. C'est des contenus faits par des profs de l'éducation nationale. 350 profs bossent à nos côtés pour amener chaque jeune à choisir la voie qui lui plaît, à y réussir quels que soient ses talents, considérant qu'ils ont tous un talent aujourd'hui. Voilà. Et on s'est développé, pour la petite histoire, partout en Afrique francophone, où on a aussi beaucoup d'usages. L'IA est arrivée là-dedans, c'est pas notre sujet, mais en tout cas, ça permet la remise à niveau. Et on a une belle histoire. Alors, je sais pas si je dis ce que l'on fait avec la FNTV tout de suite. Pas tout de suite. On y reviendra après parce que je vais rester un petit peu sur le sourcing. Okay. Mais par contre, il y a quand même une question importante. Vous qui travaillez avec eux depuis maintenant de nombreuses années, comment, et c'est je pense que beaucoup de participants se posent cette question, comment parle-t-on aux jeunes juste? Comment on leur parle? C'est quoi leur code? Alors moi, je leur parle comme à des adultes. C'est la première chose que je veux dire dans la façon dont on leur parle. Ça a été des longs débats en interne, mais en tout cas, je m'adresse à eux. Ils n'aiment pas trop, je pense qu'ils ont besoin de sérieux, de respect, etc. Par contre, j'utilise les codes des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nomade Éducation est devenu leader sur TikTok, sur Instagram. Quand on fait une campagne, c'est 3 millions de vues. Parce qu'on ne peut pas se passer aujourd'hui de ces messages-là. Donc, c'est des gens chez nous, en interne, qui suivent les tendances, je vous rassure. C'est pas moi qui le fais, parce qu'il faut rentrer. On a des exemples en éducation. On a fait la philosophie à travers la série Netflix. On a ramené plein de jeunes vers la philosophie. Ils iront quand même lire les classiques. On a fait les figures de style à travers le rap. Il y a du rap qui utilise beaucoup de vocabulaire. On peut rester figé. Alors surtout parfois avec les bacs pro et les CAP, on accompagne aussi beaucoup de sportifs de haut niveau dans leur carrière, parce qu'il faut manager les deux et l'appli aide. C'est des gens qui peuvent avoir des codes différents, qui ont souvent beaucoup de courage et de résilience, mais il faut s'adapter à leur code. Donc le digital, l'interaction, le numérique, le challenge, ça peut permettre véritablement de débloquer des gens, et puis ça peut permettre pour les fédérations aussi
nous, on a la première fédération, juste c'est la métallurgie avec laquelle on a travaillé. Ils parlaient aux jeunes. Est-ce que c'est la FNTV? Non, c'est la deuxième. Ah, bah c'est très bien. Été très précurseur. Non, mais juste après lui-même, quand même. Ils parlaient aux jeunes comme ils parlent ici. C'est-à-dire que leur site s'adressait aux deux types de publics, les gens qui recrutaient et les gens qui faisaient partie. Ça ne peut pas marcher. Voilà, on n'a pas les mêmes codes. Il faut qu'on arrive à leur adresser des messages qui restent aussi sérieux dans le fond, de projection d'emploi, de travail, de valeur, de carrière. Mais en revanche, sur la forme, il faut quand même être là où ils sont. Enfin, sinon, on a peu de chances de les trouver. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des codes qui parlent à tous les jeunes, parce qu'on parfois on a un peu des idées reçues sur ce que pensent les jeunes, mais ça ne s'applique pas forcément à toutes les catégories de jeunes. Et là, quel que soit le milieu géographique, ça parle à tous les jeunes. Ouais, on est aussi bien utilisé à Mayotte qu'au fin fond de la Corrèze. On travaille énormément avec les zones prioritaires d'éducation. Le lycée Henri IV et Stanislas nous adorent. Moi, j'ai voulu une boîte qui soit pas clivante, j'en ai marre. Je déteste les clivages hommes, femmes, ouvriers, ministres. Donc, on s'est dit qu'il fallait tout et qu'on allait mettre tout le monde dans la même app et que chacun allait suivre son parcours dans cette application. Et je pense que c'est ce qui leur a plu. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. On verra effectivement tout à l'heure la convention que vous avez passée, le partenariat que vous avez passé avec la FNTV. Jean-Marc, diversification des profils, c'est important, on en a parlé. Et c'est l'objet de la convention que vous avez signée effectivement avec la FNTV, École de la deuxième chance FNTV, pour parler et sensibiliser les jeunes de ce réseau au métier de la conduite, mais aussi de la maintenance du transport de voyageurs. Oui, bonjour à tous. J'aurais déjà 2 petites remarques. On ne parle pas aux jeunes, mais on les écoute. Si on commence par ça, on a déjà fait beaucoup de chemin. Deuxième chose, vous vous plaignez ce matin de la parité. Je me plaignais pas. Je relevais simplement. Un partout. Vous noterez que vous êtes dans une séquence qui n'est pas paritaire non plus, puisque nous sommes plus de femmes. Oui, donc effectivement, pour dire la convention avec la FNTV, c'est un long travail. Je vais d'abord revenir sur les écoles de la deuxième chance. École de la deuxième chance, c'est 18 000 jeunes accompagnés sur l'année 2023. C'est 56 écoles, c'est 130 sites dans quasiment toutes les régions. Oui, il en manque une. Toutes les régions de France et départements et territoires d'outre-mer, avec des jeunes qui ont des niveaux brevet des collèges, CAP, donc qui sont vraiment éloignés du travail, qui ont entre 16 et 25 ans. Donc c'est vraiment un public éloigné. Ce matin, on a beaucoup parlé de mobilité. Pour beaucoup de nos jeunes, puisqu'on a 35% qui proviennent des QPV, quartiers prioritaires, la mobilité, c'est comment aller de l'immeuble 8 à l'immeuble 12 en faisant un arrêt au square du 10. C'est vraiment quelque chose de dramatique et il faut vraiment, nous, qu'on travaille sur le fait qu'on veut les sortir de ce dispositif. Donc ce travail-là, nous, on va essayer d'accompagner ces jeunes. Et pour les accompagner, on a en gros 35% de temps de ces jeunes en entreprise. Ça n'est pas on cherche un stage dans une entreprise, c'est l'entreprise qui dit « j'aurai besoin de tel stagiaire, trouvez-le-moi ». Donc on inverse déjà la réflexion. Ce n'est pas un stage de 3 jours comme les PMSCP, pas du tout. C'est des stages qui vont durer 3 semaines et qu'on peut renouveler de 3 semaines. En 3 semaines, l'employeur a le temps de vraiment sentir et voir la valeur du jeune. Pourquoi la FNTV ? Parce que la FNTV, c'est une longue histoire. Je sais que beaucoup de personnes dans cette salle ont déjà travaillé avec des jeunes de l'E2C. Je sais qu'on a des expériences avec certaines entreprises de jeunes qui ont fait des carrières magnifiques dans les entreprises de transport. Il n'y a pas que des conducteurs. Il y a tout ce qui est maintenance et il y a tout ce qui est exploitation. Donc on a aussi travaillé dans ces créneaux-là. Et le fait, à un moment, de se dire « Ok, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose et communiquer avec vous de la FNTV ?» C'était évident de signer cette convention. Aujourd'hui, elle fonctionne comment ? Parce qu'elle a été signée il y a 1 an, je crois. Oh, pas tout à fait. Donc elle se met en place, mais bon, il y a déjà, comme dit, de belles actions qui sont établies. Le fait, maintenant, c'est de faire connaître notre dispositif aux entreprises de transport et surtout
de les mettre en confiance. Notre stagiaire n'est pas un stagiaire lambda, c'est-à-dire que le stagiaire est suivi. Quand il est en période, quand il va en entreprise, il a constamment un formateur qui va le suivre. Donc on est vraiment dans quelque chose, on les tient à la culotte, hein, et c'est vraiment important. L'exemple d'une entreprise alsacienne que je connais un petit peu, un jeune est rentré en 2008, il a fait son CAP mécano, il a fait son bac pro. Ok, il est toujours dans l'entreprise et aujourd'hui, il est en train de former un jeune qui vient de sortir de C pour faire un CAP. Donc ce genre de choses, c'est comme ça. On joue gagnant-gagnant par rapport à ce genre de choses et c'est là où on peut accompagner les jeunes et travailler avec les entreprises. Chez Keolis, est-ce que vous avez un angle comme ça, insertion des jeunes ou insertion professionnelle ? Bah oui, complètement. J'ai parlé en introduction, quand on parlait de diversification des recrutements des CFA, et je vous ai donné quelques chiffres. 500 aujourd'hui jeunes sont dans nos centres de formation et d'apprentissage. Mais je pense qu'il y a un point important là qui est à relever, c'est le fait que ça se joue donc au moment du recrutement, et donc il faut pouvoir expliquer, faire de la pédagogie, faire venir des jeunes qui n'avaient pas forcément pensé au métier des transports. Et je parle là de tous les métiers, vous l'avez évoqué, c'est pas que ceux de la conduite, mais c'est aussi de réussir ce passage. Et chez Keolis, ce que l'on cherche, c'est vraiment de développer une relation qui s'inscrit dans la durée. Donc le processus d'intégration, c'est ce que vous avez dit, le fait de se sentir accueilli, de se sentir compris, d'avoir une organisation, un aménagement du temps de travail qui répond aussi aux évolutions de la vie, à nos exigences plus personnelles, est important. Donc c'est important qu'on ait cette possibilité de faire en sorte d'expliquer, de projeter dans le temps, d'ancrer les personnes dans l'entreprise. Donc le travail, il commence pour moi vraiment au moment où les gens sont arrivés, d'être sûr que la promesse que l'on peut faire quand on est dans un entretien soit tenue. Et donc c'est vrai, on va retrouver ces enjeux de formation que j'ai évoqués, mais je ne vais pas revenir dessus, mais ça va être aussi des enjeux d'organisation du travail. On a évoqué la semaine à 4 jours, on a évoqué des plannings personnalisés où on va effectivement gagner en autonomie, sanctuariser des jours de repos qui vont permettre à tout à chacun d'organiser leur vie et de la construire dans le temps. Et ça, pour nous, c'est important. Après, on peut se dire que tout n'est pas toujours possible, mais globalement, et c'est ce que vous l'avez dit, il faut écouter, entendre. Et là, il y a des tendances qui sont pérennes aujourd'hui. Elles se sont accélérées après le Covid. Ces jeunes générations attendent des réponses en termes d'organisation du travail. Évidemment, je n'écarte pas non plus la question des avantages ou même de la rémunération, mais c'est vrai que cet équilibre vie pro, vie perso va être essentiel après dans la continuité de la relation avec l'employeur. Et ça, c'est un point important pour nous. Et plus que les jeunes générations, si je peux me permettre. Je pense J'allais le dire. Aujourd'hui, c'est surtout un phénomène de société plus que de génération. Oui, juste une petite remarque, justement. Il y a encore quelques années, pour accéder à la profession de conducteur de car, il fallait avoir 21 ans, et donc ça n'était pas un choix initial. Maintenant, de se dire qu'on peut y arriver à 18 ans, on a une réflexion totalement différente. On peut construire son projet en se disant « j'ai envie d'être autocar ». Et deuxièmement, et c'est là où je vous donnerai ma carte après, je pense que c'est intéressant de se dire qu'on a des jeunes de 18 ans qui ne demandent que ça. Je vais rester avec vous, Jean-Marc, parce qu'on part souvent du principe qu'effectivement, la première brique de l'attractivité dans un métier, c'est l'image. C'est l'image qu'on peut s'en faire, ce sont les préjugés aussi. Est-ce que les stages que vous permettez en entreprise pour ces jeunes changent l'image qu'ils peuvent avoir du métier ? Est-ce que c'est un levier qu'on peut utiliser pour changer l'image ? Oui, je pense que j'ai un exemple qui est magnifique. On a des stages qu'on appelle d'immersion. C'est-à-dire que pour vraiment remettre les jeunes aux réalités du travail, pour les réapprendre à avoir des horaires, les réapprendre donc à entendre, avoir des ordres, réapprendre à vivre dans un milieu professionnel. On a des stages dits d'immersion. Et donc, on prenait 4 jeunes dans une entreprise de transport et on les affectait au plus beau des métiers, au nettoyage des cars. Nettoyer un car scolaire, donc tout le monde sait ce que c'est, entre les chewing-gums et autre chose qu'on peut trouver partout. Et donc, le premier jour, ils disaient « mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi c'est ?» Et donc, les conducteurs commençaient à leur expliquer, parce que c'était les conducteurs, les tuteurs, en leur disant « oui, mais pour moi, c'est important que le véhicule soit propre, donc si tu m'aides, c'est bien. » Et le premier jour, donc, il y avait les premiers contacts, et on voyait qu'au bout de la semaine, le regard des jeunes avait changé en disant « ah, plus jamais je ferai ça ». Le regard du conducteur avait changé en se disant « il y a des jeunes qui sont superbes ».
Et donc, il y avait un jeu gagnant-gagnant. Et donc ça, ces stages d'immersion, c'est hyper important. Ouvrez vos entreprises pour faire ça. Pas automatiquement, donc, à la fin de l'année scolaire pour nettoyer l'écart, mais autrement, je pense que c'est important de faire rentrer ces jeunes. Merci, ça correspond un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Lydie, sur la transparence. Vous me disiez il faut être transparent sur les réalités du métier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de marque employeur. Comment aujourd'hui vous vendez, dans le cadre de votre marque employeur, les métiers qui sont les vôtres en toute transparence ? Alors, en toute transparence, sur la marque employeur, on est en plein en train de réfléchir cette marque employeur, justement, mais finalement, de la réfléchir de façon aussi très transparente et très réaliste, c'est-à-dire d'assumer ce qu'on est, c'est-à-dire un métier de proximité, un métier au cœur des villes et des campagnes, et finalement au milieu de nos concitoyens, et c'est ça que nous voulons mettre en avant, en tous les cas, dans la marque employeur Keolis, qui est... Si on parle de marque, une marque blanche, puisqu'on s'efface au bénéfice de nos clients et on en est très content, mais globalement, la marque employeur, c'est vraiment de mettre en avant la proposition de valeur d'un employeur pour les salariés. Et donc, ce sera notre marque employeur. Et donc, notre campagne est prévue pour 2025. Maintenant, c'est vrai qu'on utilise la FNTV aussi pour véhiculer pas mal de messages et de faire en sorte que nos métiers soient connus. Et puis après, vous l'avez dit, c'est aussi de pouvoir s'adresser, expliquer qui on est. Vous avez parlé des réseaux sociaux, donc là aussi, on passe quand même pas mal de messages, que ce soit... Alors, on est plutôt sur Insta, pas toujours sur TikTok, ça peut arriver, et puis sur d'autres réseaux, mais en tous les cas, on essaie vraiment de donner à voir et à comprendre. Vous avez parlé de simulateur, vous avez parlé de tutorat ou de mentor, mais là aussi, on a réfléchi à un programme qui s'appelle Collègues, qu'on vient de lancer cette année, et on s'est dit que finalement, les meilleurs ambassadeurs, c'est souvent les personnes qu'on voit au quotidien, avec qui on discute, avec qui on va se retrouver dans la salle de repos, prendre un café, discuter, mais comment ça se passe dans la filiale, explique-moi, parce que finalement, il y a plein de codes. On passe d'une filiale à l'autre, c'est un autre monde, c'est un autre univers, et c'est d'ailleurs toute la beauté, toute la diversité de Keolis qu'on retrouve, et donc c'est là aussi au travers de ce collègue qui nous accompagne, qui nous explique, qui nous décrypte comment les choses fonctionnent, qu'on va finalement trouver sa place, parce que l'objectif c'est ça, c'est trouver sa place et puis rester et s'épanouir et découvrir plein de métiers. Merci beaucoup. Justement, alors réseaux sociaux, on en parle, mais la solution proposée par Nomade Éducation est effectivement quelque chose sur lequel la FNTV a souhaité miser. Est-ce que du coup, vous pouvez nous, enfin, c'était un petit peu de teasing, nous présenter ce que vous avez mis en place, quel est le partenariat et comment ça a fonctionné? Alors, on est parti d'un constat doux parce qu'on parlait tout à l'heure à juste titre de métiers qui ont une mauvaise image, mais je crois que là de ça, il y a des métiers on les voit pas. Caris, c'est un peu comme prof, c'est-à-dire que ça fait partie de notre quotidien, mais on dit jamais si je faisais ce métier-là. On dit jamais à vos enfants à l'école, deviens prof. Hein. C'est des métiers qui sont un peu cachés alors qu'ils font partie de notre quotidien et du métier et du principe qu'il peut y avoir une mauvaise image. Donc on est parti d'abord sur la pédagogie. Donc c'est une application dans laquelle on apprend, donc plutôt que de mettre uniquement de la pub, etc., qui regarde à peine, on a construit avec les professeurs des contenus avec des questions pour leur dire, sais-tu quels sont les métiers, leur faire découvrir qu'il y avait du tourisme, qu'il y avait des gens qui transportaient des enfants, qu'il y avait des gens qui faisaient du sanitaire, voilà, donc toute la diversité des métiers, qu'il y avait 26% de femmes, qu'il y avait un rôle sociétal dans le sens où, vous le disiez tout à l'heure, un car qui roule, c'est 30 voitures en moins sur la route, et que ces jeunes qui veulent s'impliquer sur les sujets, ils nous parlent d'environnement, et moi je leur dis toujours, je les écoute pas toujours, que plutôt que d'en parler, il faut aussi qu'ils agissent, mais de leur dire, voilà, si tu fais ça, tu joues ton rôle. Donc, il y a des choses comme ça à faire. Donc, on a fait déjà toute une partie de contenu, décliner plein de questions avec des challenges interjeunes, interlycées, pour qu'ils s'interrogent et qu'ils découvrent par eux-mêmes qu'ils avaient des a priori sur la fonction. Voilà, qu'elle soit féminine, etc. Ensuite, on a fait imaginez toute une campagne de pub autour de la mobilité avec Tu as la bougeotte. Voilà, pour montrer qu'il y a quand même plein de métiers où on est figé toute la journée derrière son bureau et que là, on allait découvrir des choses, on allait bouger, on allait être en permanence en mobilité, on allait être en permanence, vous l'avez dit tout à l'heure, à la rencontre des autres. Ce qui est peut-être la plus belle chose aujourd'hui dans nos vies derrière les écrans, voilà, c'est qu'on rencontre toute la journée des publics complètement différents et on a un rôle sociétal. On a aussi beaucoup envoyé, quand on a une application, on développe des contenus dans l'application, on fait de la publicité, on envoie aussi beaucoup de notifications, c'est-à-dire que régulièrement, quand il y a des sujets clés qui peuvent apparaître, on va leur envoyer des notifications pour en fil rouge. Nous, on croit peu
il y a la semaine de, alors je ne citerai pas l'industrie, mais on pense qu'il est beaucoup plus important pour les jeunes, c'est souvent des budgets très importants à dépenser, et on pense que où la FNTV a été maline, c'est qu'il vaut beaucoup mieux être dès la classe de 4e sur des jeunes, au moment où vous le disiez tout à l'heure, ils font des choix, c'est-à-dire qu'entre les formations professionnelles, etc., c'est quand même là qu'on se crée une image des métiers dans sa tête, donc on pense qu'il faut être là sur plusieurs années, avec justement une continuité dans la pédagogie, pour leur apprendre et les former. On a 500 000 jeunes qui sont venus dans la rubrique. Voilà. Donc c'est une des rubriques qui a le mieux fonctionné dans l'application. C'est hyper important. On a fait la même chose avec Schneider sur l'électricité. Ça prouve que ça fonctionne. On va aller plus loin bientôt avec les réseaux sociaux. Donc là, on fait quoi? On va voir des gens qui font vos métiers, des jeunes ou des moins jeunes. On va les filmer, mais à la mode TikTok. Et résultat, ça va complètement changer la façon dont on va tourner le film, etc. Ça va complètement changer la vision que ces jeunes ont du marché. Donc sur votre TikTok à vous, avec votre communauté à vous. Oui. Okay. Donc on bénéficie. Il y a un atout majeur qui nous a presque un peu échappé, c'est qu'on a un rôle de. J'en parlais hier à l'État, on a fait une rubrique aux urnes citoyens et on a eu énormément d'audience pour dire aux jeunes, voter c'est important. Nomade a cette chance, vu qu'on a réussi à avoir tous les publics en France, voilà, comme vous disiez, des zones prioritaires d'éducation et meilleures, d'avoir une attention de la part des jeunes. Quand on parle, c'est pas comme quand la fédération parle. C'est-à-dire qu'il y a une caution sur la voix qu'on porte, parce qu'ils ont compris qu'on les entendait. Donc, parfois, les messages que l'on porte, souvent, ont plus de poids que quand ils sont portés directement par les fédérations, les gouvernants, ou le passeport, le passe culture. Donc, on s'engage beaucoup, parce qu'il y a une forme de confiance qui s'est créée dans le temps entre cette communauté et la marque Nomade Éducation. Donc, on l'utilise, voilà, à bon escient. Et donc important parce que c'est vrai que ça fait parfois peur un petit peu à des petites structures, des PME, d'aller sur des réseaux sociaux, sur TikTok. On connaît pas les codes. Il n'y a pas forcément les équipes en interne pour le faire. Alors, c'est moins le cas chez Ecolis, mais et donc passer par vous, ça permet aussi. On peut passer par moi ou par d'autres, même si on a la communauté la plus importante. Mais objectivement, on va pas sur TikTok, même si on est une très grosse boîte. C'est pas si facile que ça. On était hier à la BPI qui veut parler d'économie aux jeunes. Ils vont passer par Nomade Éducation. On devient pas demain. C'est comme moi, je vais pas devenir TikTokeuse. Il y a vraiment des codes. Des codes très spécifiques. Ça fait 5 ans. qu'on passe pas par des agences, on fait tout nous-mêmes, il y a une vraie culture. On a démarré avec Snapchat, on était leader du marché. Snapchat a changé, je pense que demain TikTok, peut-être que dans 1 an, ça sera encore autre chose. Ça évolue en permanence. Instagram, parce qu'on utilise aussi beaucoup les parents. Donc j'ai oublié de le dire, et dans cette campagne aussi... On n'a pas parlé des prescripts. Ah oui, parce que alors, le parent, c'est... Alors moi, je viens du monde pro, j'ai vécu avec des ouvriers et le monde de l'agriculture, donc on m'a appris le respect de ces professions, et donc pour mes enfants, c'est pas un sujet. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de ça, qui ont peur de la précarité, qui estiment que c'est pas des métiers d'estime. Donc il faut aussi, on fait rarement changer un enfant sans que celui qui est à la maison, s'il rentre à la maison et qui dit qu'il veut faire chauffeur de car et qu'il n'a pas un bon accueil, c'est pas facile pour lui. Donc on essaye aussi de faire changer tout ça. Jean-Marc, je crois que vous vouliez rebondir sur... Oui, moi j'avais juste un petit, effectivement, donc on travaille, certaines écoles travaillent avec vous, puisqu'on est en association, je sais que certains sont sur Nomade. Oui, je voulais juste par rapport, je parlais tout à l'heure des QPV, et comme on est au niveau de la FNTV, mais on oublie les zones rurales, et souvent on a beaucoup de jeunes qui sont encore plus en précarité en zone rurale qu'en quartier prioritaire. Beaucoup de moyens ont été mis pour effectivement aider les QPV et on a laissé les zones rurales en souffrance. Donc j'ai entendu parler beaucoup de différents dispositifs. J'ai vu le beau document qui a été remis tout à l'heure. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire sur ces jeunes de zones rurales. Ouais, et le fait de travailler par effectivement lien des réseaux, c'est important. Je rajouterais que moi, je suis toujours en zone blanche, donc pendant le Covid, quand je suis au fin fond de la Corrèze. Quand on a créé l'application, elle ne nécessite pas de connexion Internet, donc une fois qu'on a téléchargé le contenu. Et dans les atouts qu'on a mis pour vos métiers, c'est qu'on se rend compte chez les jeunes aujourd'hui qu'ils sont plus casaniers. Dans leur carrière, ils ont moins, pour beaucoup, envie de partir de chez eux. C'est vrai dans les études recrutent moins loin, et c'est souvent, il y a plein de métiers de proximité aussi. On a besoin de chauffeurs de car en Corrèze, et c'est des choses qu'on a mis en avant, parce qu'en ruralité, on manque parfois d'emplois. Or, je pense que dans ces métiers-là, il y a vraiment une carte à jouer sur les territoires, avec des jeunes qui sont bien chez eux, qui ont envie d'y rester, et où ce service est essentiel. Donc c'est des clés qu'on a jouées, tout est géolocalisé, donc c'est des messages qu'on envoie aussi dans ce sens, sois heureux près de chez toi. Oui, ça risque pas d'être délocalisable. La ruralité, c'est un endroit, c'est un terrain où vous allez beaucoup pour
répondre à ces problématiques de recrutement. Ah bah oui, on est sur tous les territoires et après, enfin, tout ce qui est dit là fait écho à ce que l'on rencontre nous au quotidien et finalement aux réponses qu'on doit apporter aussi aux exigences je dirais, de l'entreprise. Donc c'est plutôt rassurant et je suis assez d'accord sur le fait que l'écosystème aujourd'hui grandit, qu'il faut que toutes les parties prenantes soient acteurs et puissent contribuer aussi à faire en sorte qu'on ait une meilleure compréhension, une meilleure lecture de ces métiers et puis aussi un meilleur maillage. Donc c'est effectivement aussi un travail à faire avec nos clients, à faire aussi avec les salariés eux-mêmes qui peuvent être parties prenantes. Nous, on parlait tout à l'heure de recrutement, mais développer un programme de cooptation. Donc voilà, les parents sont les meilleurs coachs des enfants, je suis assez d'accord, et c'est vrai qu'on réfléchit aussi à comment... on va dire que ce sont les meilleurs quand même, on va faire le pari que les choses se passent pour le mieux, mais globalement, c'est vrai que là aussi, vous parliez de proximité, c'est vrai, et dans ces zones-là, on a effectivement des familles qui entrent dans le métier, qui sont finalement, alors de mère en fille, c'est un peu moins vrai, de père en fils un peu plus quand même, donc il y a encore un travail à faire de ce point de vue-là. Peut-être un peu moins d'ailleurs en ruralité, parce qu'effectivement, c'est souvent une histoire de famille, une histoire de proximité, et c'est toute une communauté qui adhère et se joint à nous. Donc oui, c'est un sujet après qui fait que là aussi, parfois, en termes de carrière, de développement, ces questions-là aussi se posent. Et après, de voir comment faire grandir et comment renouveler le métier, pour moi, c'est aussi des questions importantes. Et je vous parlais dans le temps, c'est de voir comment on construit avec eux. Et c'est pour moi un enjeu qu'on arrive aujourd'hui... Voilà. Vous avez un autre sujet, c'est celui de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on agit de plus en plus auprès des profs, mais il faut que les profs parlent aussi de ces métiers, parce que malgré tout, il y a un sujet d'orientation en France, où on a voulu, et moi je le dis haut et fort, donc je ne suis pas appréciée par tout le monde, mais on a voulu que tout le monde ait un bac+5, que tout le monde fasse les mêmes métiers, on estime que c'est cela réussir, moi pas du tout. Et il faut vraiment qu'on ose dire à des enfants qu'on peut réussir sa vie, se former tout au long de sa vie avec des prérequis solides, et qu'il y a plein de métiers fantastiques, et qu'on n'est pas tous faits pour aller dans la même voie. Voilà. Et c'est long à changer, c'est excessivement pénible, mais on a beaucoup d'énergie. Et là, juste pour faire aussi une petite aparté sur cette question-là, justement, et l'éducation nationale et la formation, la FNTV, comme l'UTPF, d'ailleurs, sont main dans la main sur un projet qui s'appelle Transformer, qui est, dans le cadre de France 2030, un investissement majeur du gouvernement dans la formation initiale comme la formation continue, sur les métiers de la conduite, mais pas que. Et là, on adresse bien du CAP jusqu'au bac+5, parce que finalement, il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de parcours académique qui n'ait pas sa place dans notre secteur. Bien au contraire, il nous faut de tout et de tout le monde, mais après, c'est aussi effectivement de pouvoir le valoriser très tôt. Et donc, on espère et on va être, nous, au rendez-vous de ce projet sur lequel Keolis est très engagé, et j'espère effectivement pouvoir vous en parler très prochainement avec des résultats tangibles et de beaux programmes. Je pense que l'année prochaine, au prochain congrès, fera partie des bonnes pratiques mises en place pendant l'année. Jean-Marc, en conclusion, peut-être ? Oui, juste une petite chose. C'est vrai que nos jeunes sont plutôt du bac-5, sérieusement. Et quand on les voit, ils ont été abandonnés, certains en classe de 5e déjà. Et quand on les voit et quand ils arrivent, parce que ils pensaient s'en sortir et faire plein de choses. Et quand ils arrivent à 18 ans, ils se disent « mince, qu'est-ce que je fais ?» C'est là où, effectivement, on peut faire des choses merveilleuses avec eux. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci à tous les trois pour votre participation à ce débat. On le voit, énormément de choses innovantes qui sont mises en place par la profession pour recruter et attirer des talents, mais aussi les fidéliser. Merci. Je vous en prie. Merci. Innovation, on va en parler aussi maintenant avec un sujet, le sujet de l'IA, parfois qui fait un peu peur, parfois un gros mot, qui est en pleine expansion et qui transforme déjà de nombreuses entreprises, de nombreuses industries, et le transport en fait bien évidemment partie. Et donc je vous propose de l'explorer ensemble, notamment avec la présentation d'une étude que la FNTV a commandée à Sopra Steria Next. Et j'accueille pour la présenter Félicia Sola et Khalil Metalawi, qui vont donc venir nous présenter cette étude. Alors si vous voulez, vous pouvez rester debout, si vous voulez la présenter, c'est peut-être plus interactif.
n'hésitez pas. Vous avez été missionné donc par la FNTV pour voir un petit peu l'impact de l'IA sur la profession, et vous allez nous présenter donc le résultat de cette étude. On vous écoute. Bonjour à tous. Alors, nous avons effectivement été mandatés pour réaliser une étude d'identification de cas d'usage IA qui font sens pour les adhérents de la FNTV. Nous avons suivi une démarche assez simple. Nous avons cherché à comprendre et définir. Comprendre tout d'abord à travers des entretiens, des vies ma vie auprès de 3 entreprises, Audouard Voyage, Sazo et Réunir. Nous avons cherché à comprendre quelle est la réalité du terrain, quels sont les objectifs stratégiques de ces entreprises, quels sont les métiers clés, quelles sont les tâches qu'elles doivent réaliser au quotidien, comment est-ce qu'elles les réalisent. Donc c'est vraiment récolter un maximum d'informations par rapport à ces entreprises et leur quotidien afin de pouvoir définir des objectifs opérationnels très précis, très spécifiques. Alors comment est-ce qu'on peut être spécifique alors que les entreprises ne se ressemblent pas? Néanmoins, il est possible de dégager des problématiques communes, et donc c'est ce qui nous a permis finalement d'avoir une compréhension assez large, assez macro de la situation dans laquelle se trouvent ces différentes entreprises, quelles sont les difficultés qu'éprouvent ces entreprises et comment est-ce qu'on peut faciliter leur quotidien, simplifier leur quotidien en identifiant finalement des cas d'usage IA qui font sens pour ces entreprises. À l'issue de ces vies ma vie, à l'issue de ces interviews, nous avons été en mesure de réaliser ces cartographies. Ces cartographies, le but, ce n'est évidemment pas de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment, à travers ces cartographies, de pouvoir identifier à travers les cases blanches les tâches qui sont réalisées par un métier clé. Donc ici, vous voyez que nous avons été en contact avec le service commercial, le service maintenance atelier, le service exploitation et le service réponse à un appel d'offres et le service RH. Donc nous avons essayé de cartographier les tâches principales qu'ils doivent réaliser, mais aussi comment est-ce qu'ils les réalisent. À travers les boîtes orange, nous avons essayé de matérialiser la donnée nécessaire pour réaliser cette tâche, mais aussi la donnée produite à l'issue de cette tâche. Donc on essaie de matérialiser à travers ces cartographies vraiment, finalement, les opportunités pour l'IA. Ou dans le processus métier, est-ce que l'IA peut aller exploiter de la donnée pour rendre un service à valeur au métier? Finalement, dans ces macroprocessus, quelles sont les tâches les plus chronophages? Quelles sont les tâches qui sont améliorables? Donc c'est vraiment cela qu'on va aller regarder, et c'est vraiment cela qui représente pour nous des opportunités pour les cas d'usage IA. Donc effectivement, à travers chacun de ces processus, nous avons été en mesure d'identifier des cas d'usage très précis en termes d'IA générative, mais aussi d'automatisation et d'IA prédictive, qui apportent une valeur de gain de temps, d'amélioration de la performance opérationnelle ou de la baisse des coûts. Si je fais le focus sur un des macroprocessus, celui-ci en particulier, la réponse à un appel d'offres, ça a été le macroprocessus où finalement le cas d'usage IA a apporté peut-être le plus de valeur. Pourquoi ? Parce qu'on a pu identifier une grande opportunité, parce que les métiers peuvent parfois passer jusqu'à 2 mois de l'analyse d'un appel d'offres jusqu'à la réalisation de la réponse et la soumission de la réponse. Donc comment est-ce que le cas d'usage GenAI peut apporter une réponse ici ? Vous voyez en l'occurrence quelques exemples de cas d'usage sur la deuxième colonne. En l'occurrence, l'IA générative peut effectivement aider le métier à croiser une multitude de documents, à faire une synthèse et sortir les points saillants de l'appel d'offres, ce qui facilite finalement pour le métier la lecture de l'appel d'offres, savoir par rapport à un appel d'offres précédent, qu'est-ce qui a changé, où est-ce que je dois regarder. Donc c'est vraiment une aide pour le métier. Ensuite, le
le coup d'après, entre guillemets, c'est vraiment comment est-ce qu'on va faciliter le métier à rédiger la réponse. On sait à quel point, pour rédiger une réponse, il faut aller chercher de l'information, aller chercher de la data, qui est parfois pas accessible à portée de main. Donc c'est vraiment aller chercher dans une database externe, aller chercher dans une database interne, mais c'est vraiment croiser, récolter une multitude de données pour pouvoir analyser et ensuite réaliser une réponse qui fait sens. Donc ici, le cas d'usage GenAI peut faciliter à nouveau cette tâche, puisqu'elle va pouvoir capitaliser sur les réponses faites précédemment, aller chercher l'information nécessaire pour faciliter justement la réalisation d'un premier draft d'une réponse. Donc voilà typiquement, très rapidement, un exemple de cas concret dans un métier clé dans l'entreprise. Et nous avons une démonstration. Exactement. Alors si on peut passer à la vidéo, elle va arriver. Non, pas encore. Pas encore, bon, ça va. Encore, ouais. Alors, je vais vous expliquer un peu, donc, un petit focus sur une partie de tout ce processus de réponse à appel d'offres. Un peu la première partie d'analyse qui aujourd'hui nous aiderait à vraiment accélérer sur la partie d'analyse, compréhension de l'appel d'offres, savoir qu'est-ce qui change par rapport à la dernière fois, etc., quelles sont les exigences clés. Donc c'est quelque chose qui, je pense, qui touche pas mal d'entreprises. Hein. C'est normal, qui nous touche aussi. Donc on s'en Prasteria Next, on répond à beaucoup d'appels d'offres. Et c'est quelque chose qu'on a testé, qui est déployé chez nous aujourd'hui pour nos consultants. Donc je vais l'expliquer derrière. Globalement, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là vraiment, l'idée c'est d'ajouter des documents d'un appel d'offres, de le faire analyser par une IA qu'on appelle juste vraiment un appel qui on va dire contextualisé, qui est entraîné justement pour comprendre le texte et à restituer et générer du texte. Et on va lui demander d'analyser les informations clés du document. Si on passe à la suite. Juste. Donc ce que je vais vous montrer, c'est une démo qui a été réalisée sur un outil interne chez Soprasteria qu'on a réalisé pour nos consultants. Ça ressemble beaucoup à ChatGPT, si vous l'avez utilisé, Claude et consorts, mais ça a l'intérêt et l'avantage du fait que ce soit déjà sécurisé, donc nos données partent pas chez ChatGPT pour être réentraînées et réutilisées par d'autres entreprises notamment, mais c'est surtout il est contextualisé avec nos livrables, nos méthodologies et d'anciennes, par exemple, réponses à appel d'offres. Du coup, si on peut lancer la vidéo pour vous montrer un peu la démonstration. Donc voilà Cédric, on l'appelait Cédric, c'est notre assistant, on va dire, de tous les jours, qui se base sur nos bases de données, hein, donc tout ce qui était les CV, les anciens appels d'offres, etc. Et du coup, si je lui demande quelque chose qu'on fait tout le temps, hein, sur plusieurs missions, c'est donne-moi des idées pour cadrer un plan de conduite de changement, il va me donner des idées, donc ça reste un assistant, hein, il ne va pas me faire à ma place, donc je peux lui aller plus loin, etc. Et il va me donner des idées, mais surtout il va me donner des idées et en se basant sur des méthodologies, sur nos méthodologies Soprasteria. C'est pas juste son entraînement, on va dire, de ChatGPT, etc., qui a été entraîné sur des millions de textes, mais il va vraiment utiliser les données Soprasteria. Mais ce qui est intéressant ici aujourd'hui, c'est le fait qu'on puisse analyser de nouveaux documents. Donc, par exemple, ici, je prends un appel d'offres qui a été lancé donc, sur le marché public pour l'exécution de services de transport public pour la commune de Saint-Laurent-de-Maroni. Donc, c'est pour le 28 octobre, c'est dans pas longtemps, là, dans 10 jours. Du coup, ce que je fais, c'est que je récupère justement les documents de l'appel d'offres, CCTP, SCCAP, et je les ajoute à Cédric. Donc, Cédric n'est pas du tout, on va dire, contextualisé pour le secteur du transport ni quoi que ce soit, mais il peut analyser et rédiger du texte. Donc voilà, donc il a fini d'analyser. Et là, du coup, ce que je peux faire, c'est effectivement commencer à lui poser la question pour lui demander d'analyser ce texte. Donc lui dit, identifie les éléments clés et les exigences techniques de l'appel d'offres et présenter de manière synthétique. Et là, il me dit, d'un coup, on va le dire très rapidement, en 2 secondes, c'est un appel d'offres sur une durée de marché de 3 ans, avec une année supplémentaire, le pourcentage, les critères d'évaluation sur les valeurs techniques et les prix des prestations. Oui. Et du coup, et d'autres méthodes, justement, les modalités de transmission des documents, par exemple. Donc si je peux aller plus loin, il lui demande de me faire un tableau pour me dire, mais pour chaque exigence,
donne-moi des idées pour que proposer une solution vraiment ambitieuse, qui me permettrait de gagner, et une un peu moins ambitieuse qui cadrerait un peu plus avec mes moyens, en fait, les moyens de l'entreprise. Et du coup, pour chaque catégorie, donc l'exploitation, la maintenance véhicule, etc., il m'indique les exigences qui ont été citées dans cet appel d'offres et des propositions pour dire, voilà, sur la partie maintenance, il nous faut des nouveaux véhicules ou bien des véhicules qui datent de moins de 10 ans, etc. Voilà. Si on veut aller plus loin, par exemple, sur des choses qui vont commencer à nous aider à rédiger justement l'appel d'offres, souvent on nous demande justement quels sont un peu votre plan pour la partie gestion des risques. Donc là, je lui dis, voilà, quelles sont les exigences mentionnées en termes de gestion des risques. Et donc là, voilà, il y a plus d'un coup, on va dire, de 3 secondes, et il identifie dans le texte, dans les différents documents, les éléments, les textes vraiment qui répondent à cette question, et il m'indique directement ça. Donc là, on passe un peu sur la partie rédaction, aide à la rédaction. On lui demande de rédiger un PCA, donc un plan de continuité d'activité. Donc il m'a dit un peu comment, pour des néophytes, on va dire, qui vont commencer à rédiger un plan de continuité d'activité. Je lui demandais aussi de le contextualiser à la région, donc effectivement il parle de risques climatiques, etc. Et à chaque fois, il me propose, encore une fois, il ne va pas faire à ma place, il me propose justement des idées justement pour aller plus vite dans ma rédaction et dans ma réflexion. Voilà un peu l'idée. C'est que demain, on peut contextualiser ce type d'outils. Là, c'est vraiment une démonstration assez rapide. Et l'idée, c'est que demain, on peut contextualiser avec, ce que me disait Félicia, avec les données de l'entreprise, par exemple, pour aller plus vite, pour faire les tableaux, les grilles, etc., pour justement adapter une communication. Donc là, j'ai indiqué un exemple de communication Facebook en disant demain, je gagne le marché, je veux faire une communication justement pour promouvoir mon service. Donc je lui demande de faire une communication Facebook et elle me fait une communication justement en ajoutant les bons pictos, les bonnes icônes, etc., avec un format Facebook, Twitter, Instagram, etc., et qui me permet d'aller généralement plus vite, on va dire, et aller plutôt vers l'essentiel justement de mon métier. Donc aujourd'hui, j'ai montré Cédric, c'est un outil qu'on a développé en interne. Mais aujourd'hui, pour des sujets où justement ce sujet on va dire de confidentialité, des sujets de confidentialité ne sont pas si, on va dire, critiques, pour beaucoup de cas d'usage, aujourd'hui, on va dire le paradigme autour de l'IA, souvent on dit l'IA, maman, je ne vais pas faire de l'IA, l'intelligence artificielle, j'en suis loin, etc. Moi, c'est des sujets terre à terre. C'était vrai il y a quelques années, même il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans, on va dire, c'était vraiment vrai. Pour faire de l'intelligence artificielle, il fallait être une grande organisation, investir beaucoup, ou d'aide Google, Microsoft, etc. Pourquoi ? Parce que on avait besoin vraiment de 3 choses. Donc, première chose, les données. Donc, on avait besoin de données, beaucoup de données, et surtout des données structurées. Donc il y avait souvent, beaucoup d'entreprises se sont un peu cassées la gueule en disant mais moi j'ai des données, je vais les essayer, mais en fait c'était des données un peu chaotiques, etc. Il fallait les structurer, les labelliser. Deuxième chose, on avait besoin de puissance de calcul, ce qu'on appelle du GPU, des cartes graphiques, etc. Parce que pour faire entraîner des modèles, en fait on a besoin de beaucoup de ressources, souvent c'est très 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 cher, pour faire justement entraîner des modèles qui nous serviraient pour nos cas d'usage. Et troisième chose, des compétences souvent rares de data science, etc. et de pointe où on se dit est-ce que je vais investir justement pour le recrutement de ce genre de compétences alors que justement j'ai pas tant que ça de cas d'usage. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Donc aujourd'hui, surtout, on va dire notamment avec la démocratisation, il y a une sorte de démocratisation, on va dire, de l'IA. Sur les données, on a toujours besoin de données. Donc, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'IA. Voilà, vraiment, l'IA, c'est vraiment des modèles qui tournent sur des données. Donc, si on ne donne pas des données contextualisées, des données fiables dans lesquelles on peut faire confiance, il n'y a pas d'IA. Mais on n'a plus besoin de les structurer. Voilà, aujourd'hui, j'ai donné un CCTP, ce n'était pas un formulaire, il a pu le lire, etc., l'analyser. On peut des données un peu chaotiques, on va dire, mais on peut très bien travailler avec et faire des choses qui sont très intéressantes. Sur la puissance de calcul, aujourd'hui, beaucoup de solutions sont sur le marché, des fois et même souvent gratuites.
donc ChatGPT, etc., Perplexity et tout. Et on a accès à ces solutions de manière un peu un accès à grand public. On n'a plus besoin d'acheter de la puissance de calcul pour entraîner des modèles, etc. Il y a des grands modèles déjà pré-entraînés qui font beaucoup de choses déjà de base. On a juste besoin un peu de les contextualiser. Et pour ça, on n'a plus besoin justement de compétences, ces fameuses compétences très rares. Aujourd'hui, c'est l'ère du prompting, c'est l'ère de l'instruction. Aujourd'hui, on parle, par exemple sur ChatGPT et même Cédric, on lui parle en langage naturel. Donc en fait, on écrit des phrases et au fait, on arrive à guider et créer des cas d'usage juste en conversant, on va dire, avec l'IA. Et finalement, on a besoin d'un peu de curiosité pour justement réaliser des cas d'usage impactants pour notre métier. Parlons de curiosité, Félicia. C'était pas cette année. Pardon ? C'est la séquence. Oui. Non, j'avais une slide précédente. Petit spoiler, vous allez recevoir prochainement une invitation. Nous allons organiser 2 webinaires pour présenter plus amplement notre étude et pouvoir itérer avec vous sur les cas d'usage qu'on a pu identifier pour avoir cette instance d'échange. Merci. Alors, je vais vous inviter à rester avec moi parce que du coup, vous ne le saviez pas, mais on va tester, voir si vous avez été convaincant. Je vous en prie, mettez-vous au centre, Félicia. On va faire une petite... Non, vous êtes fatigué. Je comprends que c'était éprouvant. On va interroger la salle pour savoir si effectivement ils sont aujourd'hui intéressés pour intégrer de l'IA dans leur process. Et donc, la question, envisagez-vous d'intégrer l'intelligence artificielle dans votre activité professionnelle? Oui, non. Bon, alors, soit ils sont très sympas, soit vous avez été très convaincants. Je pense que c'est déjà une question qui était un petit peu dans la tête de beaucoup. Mais c'est bien d'avoir des clés et des outils, de montrer effectivement, de façon aussi très pratique. Que c'est accessible. Voilà, tout à fait. Eh bien, 91%, on va arrêter les votes. 91%, vous nous dites oui. Merci pour nos intervenants. Merci. C'est quand même chouette. Beaucoup. Merci à vous, en tout cas. C'est bon. Je vais récupérer quand même le micro. C'est le choix, en tout cas, de l'IA, c'est le choix qu'a fait notre prochain intervenant en l'intégrant dans son process. Il va nous donner un cas pratique lui aussi. Donc j'appelle à me rejoindre Bertrand Bernini, qui est directeur général de Viabus. Ça va, il vous a laissé votre micro quand même. Bon, Bertrand, déjà, on a échangé un petit peu tous les deux et vous m'avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que votre conversion à l'IA n'est pas si ancienne que cela. Comment vous avez découvert l'IA ? Alors moi, je l'ai découvert par hasard. J'ai une amie qui m'a parlé de ChatGPT et qui m'a demandé de l'installer parce que c'est vraiment un outil qui peut vous faciliter beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai une petite expérience, une fois de plus. Je suis un chef d'entreprise d'une petite PME et je ne suis pas du tout spécialisé dans l'IA. Je n'ai pas de compétences particulières. Mais on s'est lancé là-dedans parce que, en essayant déjà avec ChatGPT, ça nous a permis de démystifier un peu l'IA. C'est-à-dire que l'IA, on entend beaucoup parler d'IA autour de nous, dans la presse, un peu partout. Et c'est quelque chose qui est un peu abstrait. Et finalement, on s'est aperçu que ça pouvait être très très concret dans notre quotidien et que ça pouvait nous faire gagner beaucoup de temps et répondre à des problèmes dans nos entreprises. Et la première approche, ça a été ChatGPT. Alors, petite vidéo, on a mis une petite vidéo pour nous montrer, pour vraiment vous montrer à quel point c'est d'une simplicité qui est quand même incroyable. Vous allez tout simplement sur votre iPhone, vous tapez ChatGPT. Alors, il y en a d'autres, il y a Mistral, il y a Copilot. C'est des choses qui sont parfois plus sécurisées, mais déjà pour l'essayer, téléchargez-le de votre téléphone. Là, vous êtes tous sur votre téléphone. Vous le téléchargez. Ça prend un peu de temps pour se mettre en route. Et ensuite, une fois que vous l'avez, vous pouvez avoir plein d'usages. Et nous, là, l'exemple qu'on vous montre, c'est qu'on a reçu une plainte. Alors, chez Viabus, on a très très peu de plaintes, mais on a quand même trouvé une. Là, on fait un copier-coller de la plainte. C'est une mairesse qui se plaint d'un véhicule qui est passé sur un endroit pas trop autorisé. On lui dit tout simplement, peux-tu me rédiger une réponse ? Copier-coller. Et on va avoir une réponse. Alors,
Cette réponse, il ne faut pas la prendre pour argent comptant, mais c'est quelque chose qui va vous faire gagner énormément de temps. C'est comme si vous aviez un collaborateur qui avait traité la réponse et qui vous avait proposé un premier jet. Alors forcément, il faut le relire, forcément, ça peut raconter des bêtises, mais vous avez gagné énormément de temps. Et juste cette application de ChatGPT, je vous invite à l'utiliser et à la prendre aussi pour vos collaborateurs administratifs. Nous, c'est ce qu'on a fait dans notre entreprise, parce que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et ça peut leur faire gagner beaucoup de temps. Et surtout, ces tâches qui sont un peu ingrates, qui sont un peu répétitives, qui sont un peu chronophages, vont être traitées par l'IA et votre temps va plutôt se cibler sur des tâches un peu plus hautes en valeur ajoutée. Oui, alors là c'est l'exemple de ChatGPT. Peut-être cette petite question, vous n'avez pas peur pour la confidentialité de vos données? C'est peut-être une question qui se pose. Alors c'est une question qui s'est posée nous parce que on jouait sur ChatGPT. Je vous invite à y jouer dessus, à demander plein de choses. Où passez vos vacances? Quel hôtel réservé? Quel est le meilleur film sur Netflix en ce moment? Ça répond à plein de choses. Mais ça vous permet aussi professionnellement de faire beaucoup de courriers, des courriers RH, de sanctions, des courriers de règlement intérieur, enfin des articles de règlement intérieur. Ça vous permet de restructurer un texte, de reformuler. Et donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Et en effet, c'est posé la question forcément de la sécurité informatique. Et c'est pour ça qu'on est parti sur des abonnements. Nous, ça nous coûte 100 € par an et par administratif. Et du coup, en prenant un abonnement, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé premièrement. Et deuxièmement, vous avez quelque chose où vous rentrez votre profil et du coup, les réponses vont être influencées par le profil que vous avez renseigné. Typiquement, je suis chef d'entreprise en Seine-et-Marne, je travaille dans les transports de voyageurs. Si je veux rédiger un article de règlement intérieur, il va prendre en compte le code du travail, il va prendre en compte notre convention collective. Et donc forcément, les réponses seront de plus en plus pertinentes. Et c'est à l'usage que la pertinence arrive, enfin, à force de vous connaître. Exactement. Alors, vous avez un autre cas d'usage qui est un peu plus professionnalisé, puisque vous avez développé une solution IA dans vos process. Tout à fait. Alors, ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment de l'IA quotidienne pour des petites tâches. On avait, nous, un autre gros sujet, c'est qu'on réalise beaucoup de notre chiffre d'affaires, une grosse partie de notre chiffre d'affaires, en tourisme et en occasionnel. Et pour ceux qui en font dans la salle, le tourisme et l'occasionnel, ça engendre d'avoir un service commercial qui réalise beaucoup de devis. Et nous, on a 3 collaboratrices chez nous, on fait environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 3 collaboratrices qui passent leur journée à répondre au téléphone et surtout à faire des devis. On fait environ 850 à 900 devis par mois. Et elles passent leur temps à recevoir des mails et à répondre à nos clients en leur proposant des devis. Les écoles, les lycées, les collèges, les CSE, enfin, il y en a plein. Et donc, on s'est aperçu que la majorité de leur temps, c'était un travail de robot qu'elles devaient remplir systématiquement dans notre ERP. L'ERP, c'est Perinfo ou ABC. Le lieu de départ, l'heure de prise en charge, le lieu d'arrivée, l'heure de destination, etc. Le texte, le car va vous prendre en charge à tel endroit. Alors même si on avait déjà commencé à réussir à automatiser certaines tâches, ça restait très très long. Et je vais vous faire voir également une petite vidéo pour faire voir ce qu'on a mis en place. On a essayé, alors là dans ce cas-là il faut se faire forcément entourer. Et vous voyez là, on prend un exemple d'un devis qu'on a reçu, d'une personne qui nous demande un car sur une journée. Qu'est-ce qu'on fait? On le transfère à notre outil IA qu'on a créé. Donc on fait simplement un transfert de mail. Voilà. Et ce mail va finir dans un dashboard, grosso modo dans un tableau de bord. Et ce tableau de bord de l'IA, nous on l'a appelé via Craft parce que c'est Craft l'entreprise qui l'a fait. Voilà, c'est le dashboard. Et vous allez voir que le mail est arrivé dans ce dashboard en première ligne, la première ligne qu'on vous fait voir en haut. Et automatiquement, il est allé chercher les informations qui étaient pertinentes pour faire le devis. Donc vous avez, en l'occurrence, le contact client qui a été renseigné. Là, le client n'a pas été renseigné parce qu'il ne l'a pas trouvé dans notre base de données. Donc il faut qu'on le remplisse. Il va remplir le véhicule le plus adapté automatiquement au nombre de personnes qui a été demandé. Nous, en l'occurrence, il y avait 24 personnes. Notre plus petit véhicule, c'est un 37 places, donc il a mis automatiquement un véhicule de 37 places. Il a ensuite, là il est en train de rentrer l'adresse mail parce qu'on a encore des petits réglages à faire. Le nom du responsable, ça devrait se mettre aussi automatiquement à terme. Et surtout, il a rentré la date. Il a repris l'heure qu'a voulu le client, l'heure de départ à 9h. Il a calculé automatiquement
le haut-le-pied, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas du transport, le transport à vide entre le dépôt et le lieu de chargement du client. Il nous a proposé automatiquement l'adresse de prise en charge, l'arrivée sur place, le départ pour le retour et le retour. Tout ça a été fait en 3 secondes et en 2 clics. On peut ensuite renseigner quelques options, s'il y a des parkings, s'il y a ce genre de choses. Et il a calculé automatiquement le prix, parce qu'on lui a donné une grille de prix pour nos journées. Donc là, c'était une demi-journée à 372 €. On le valide. Il va venir s'implémenter dans notre ERP, c'est-à-dire que, en l'occurrence, nous, Perinfo, va recevoir les informations et donc on va l'avoir dans notre planning. Et le client va recevoir un beau mail de Viabus avec son devis qu'il a demandé en quelques minutes. Avec un contrôle humain. Avec systématiquement un contrôle humain. C'est-à-dire que nous, on a demandé encore à nos collaboratrices de valider l'envoi. C'est-à-dire qu'elles relisent le devis pour être sûr que... Alors là, vous voyez, vous avez la transcription du mail et du devis qu'on a fait dans notre ERP Perinfo. Ensuite, comme ça, quand ça passera en commande, vous voyez, il y a le prix qui a été indiqué automatiquement. Quand ça passera en commande, on aura juste à valider la commande et ensuite, ça viendra dans notre planning. Tout ce que je viens de vous faire voir, en 3 clics et en quelques secondes, un devis a été fait, un devis a été réalisé, tout en gardant bien en tête qu'on a une validation humaine, in fine, par l'opératrice, par notre collaboratrice, pour bien vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que le problème de l'IA, c'est qu'il y a forcément des limites, et donc il faut garder, à mon sens, un contrôle humain. Et d'ailleurs, comment ça a fait évoluer le travail de vos collaboratrices, en l'occurrence, parce que c'était des femmes, de vos collaboratrices, oui. L'intégration de cet outil IA, de ce process IA, et quel gain ça a pu vous... Enfin, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez encore assez de recul, mais quel gain ça a pu vous faire avoir? Alors, nous, on a 3 collaboratrices qui se travaillent sur les devis tous les jours. On estime qu'on va pouvoir gagner à peu près 30% du temps de nos collaboratrices grâce à l'IA et grâce à ce process qu'on a mis en place. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on souhaite à terme, c'est que nos collaboratrices, du coup, gagnent du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elles n'auront plus besoin d'être des robots qui écrivent des devis tous les jours. Et elles vont gagner du temps pour des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc finalement, l'IA nous a délesté de tâches qui étaient secondaires, répétitives, chronophages. Et on va pouvoir faire monter en compétence nos collaboratrices et en plus, on va les diriger vers plus d'humains. C'est-à-dire qu'on va leur demander de plus appeler nos clients, de plus les relancer, de plus les avoir au téléphone. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette intelligence artificielle va nous permettre d'accroître nos relations humaines avec nos clients. Et de dire que l'IA permet plus d'humains dans nos process, c'est assez intéressant. Ouais, dites pas la conclusion tout de suite. Pardon. Mais, s'il vous plaît, je vais le disputer. Non, c'est important parce que dans beaucoup d'entreprises, il peut y avoir aussi ce frein d'aller vers l'IA, de se dire comment vont réagir mes collaborateurs si j'installe de l'IA et que du coup, peut-être moins de travail pour eux, ça veut dire qu'ils vont être licenciés. Il y a une petite inquiétude sociale, je pense, qui peut aussi effrayer le chef d'entreprise ou en tout cas qui peut se dire, bon, on va pas y aller tout de suite. Complètement. Alors nous déjà, si on continue à se développer, ça nous permettra d'éviter d'embaucher. Deuxièmement, si on explique à quelqu'un que l'IA va s'occuper de toutes les tâches qui sont les plus ingrates, c'est quand même assez pratique. Ça veut dire que dans son travail de tous les jours, que ça soit la secrétaire, l'ARH, l'exploitation, la direction, dire qu'on les fait monter en compétences, c'est forcément un avantage pour eux. Attention, il y a quand même beaucoup de risques à l'IA. On a parlé des risques de sécurité informatique. Il y a aussi, et là je reviens sur ChatGPT, quand vous l'utilisez, faites bien attention parce que l'IA ne se met pas à jour automatiquement à la seconde, donc vous pouvez avoir des problèmes de données qui sont pas assez récentes ou qui sont dépassées. Vous pouvez également avoir un IA qui se trompe, c'est pour ça aussi qu'il faut toujours vérifier. Nous, sur l'outil qu'on a mis en place, ça ne peut pas être le cas, mais lorsque vous ouvrez à des discussions, lorsque vous ouvrez à des courriers et à des sujets qui sont plus larges, il faut faire très attention lorsque vous l'utilisez. C'est important d'avoir aussi ces alertes-là, parce qu'on en est quand même au début, donc c'est important d'être vigilant quand on intègre de l'IA chez soi. Je vais me tourner vers la salle et je vais vous poser la dernière question interactive. Selon vous, dans quel service ou pour quelle tâche ou mission l'intelligence artificielle pourrait-elle constituer un atout? C'est un nuage de mots. C'est-à-dire que vous ne devez pas répondre par oui, non, mais plutôt, voilà, comme l'a fait un participant, par les mots.
service client, exploitation, atelier commercial, beaucoup. Alors voilà, les mots qui sont les plus cités par nos participants vont apparaître en police plus importante. Donc beaucoup dans le commercial, apparemment, exploitation. Alors, nous, on a déjà d'autres projets et je pense vraiment que l'exploitation sera à terme aussi un terrain de jeu pour l'IA. Clairement, aujourd'hui, on a dans nos entreprises 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui font de l'exploitation, qui affectent des services à des conducteurs. Et dans l'occasionnel, on ne peut pas avoir cette régularité, cette automaticité des affectations. Et donc, on se retrouve avec des exploitants qui vont devoir affecter des courses à des conducteurs, des devis, enfin des confirmations de commandes à des conducteurs. Et je pense que demain, l'IA pourra nous pré-générer un planning. D'occasionnel, je parle. En régulier, on n'en parle pas. Vous pouvez sortir un planning sur l'année sans problème et affecter des courses à des conducteurs bien précis. Mais sur l'occasionnel, il y a quand même beaucoup de boulot parce qu'en fonction de l'affectation du car au conducteur, en fonction de son expérience, en fonction de ce qu'il aime faire et de ce qu'il n'aime pas faire, est-ce qu'il peut aller en Allemagne, est-ce qu'il peut aller en Angleterre, est-ce qu'il sait rouler sur de la neige, est-ce qu'il sait mettre les chaînes. Vous avez quand même beaucoup d'éléments à prendre en compte et je pense que l'IA, à terme, pourra envoyer un premier brouillon, une première structure de planning à nos exploitants. La deuxième, je pense que c'est la prépaye. Je pense que l'IA nous permettra de mieux préparer notre prépaye et à terme de nous mâcher encore plus le travail sur la partie prépaye. Et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il faut absolument, et les intervenants d'avant en ont parlé, il faut absolument que vos process soient numérisés. La numérisation de vos process, c'est la première étape de l'IA. Sans numérisation de process, vous ne pourrez pas faire appel à l'IA. Si vous êtes encore avec votre calepin à faire votre planning et à envoyer vos devis par courrier, c'est pas possible. L'IA ne pourra pas intervenir. Il faut que vos process soient numérisés pour pouvoir faire appel à l'IA. Et j'aimais bien, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, merci beaucoup pour ces exemples très concrets. On le voit, c'est très chouette. C'est pas encore fini, il a une très belle conclusion. Vous pourrez applaudir après sa conclusion. Il a une très jolie conclusion, donc du coup, je lui mets la pression un petit peu. Juste si on peut revenir sur la slide du nuage de mots, parce que ça montre, vous l'avez vu beaucoup, moi je l'ai moins vu, mais ils veulent pas la remettre. Mais c'est pas grave, il y avait énormément de mots, ça veut dire que vous avez beaucoup d'idées. Je pense que les interventions n'ont fait que conforter le fait qu'effectivement c'est quelque chose sur lequel vous allez aller. Donc merci pour votre contribution tout au long du congrès d'ailleurs, mais merci pour votre contribution, ça montre effectivement que l'IA est un vrai enjeu pour votre profession. Et donc je vais vous laisser faire cette belle conclusion parce que on oppose souvent l'IA et l'humain. C'est important. Or, vous nous disiez tout à l'heure que l'IA, ça vous a permis de faire plus de valeur ajoutée pour vos collaboratrices, oui, et surtout plus de services, oui, à destination de vos clients. Tout à fait. Et juste avant de finir sur la conclusion, je voulais juste dire qu'on a la chance d'être dans un métier où l'IA, à mon sens, est une opportunité. Beaucoup de métiers vont avoir l'IA comme menace. Clairement, il y a des métiers aujourd'hui, des postes de travail qui sont menacés par l'IA parce qu'ils peuvent être remplacés facilement par l'IA. Dans nos métiers, alors je ne dis pas que ça n'arrivera pas un jour, mais on a quand même quelques décennies avant que nos conducteurs de car soient remplacés. Et je pense qu'au contraire, on est dans une phase où l'IA va être une opportunité pour nos administratifs et pour nos organisations. Et en plus, l'IA va nous permettre, comme je vous le disais, de nous délester des tâches un peu à faible valeur ajoutée et va nous permettre de nous concentrer sur l'humain, sur le relationnel. Et finalement, comme vous le disiez, la conclusion, c'est que l'IA va nous permettre de ramener de l'humain dans nos relations et dans nos entreprises. Merci. C'est une pensée paradoxale mais réelle. Merci beaucoup. Eh bien, on arrive maintenant à la clôture de cette journée, riche en échanges. Merci à vous d'avoir contribué à ces échanges. On a parcouru ensemble les grands enjeux de la profession dans les mois et années à venir. Évidemment, toutes les réponses n'ont pas pu être apportées, elles ne le peuvent pas dans une journée d'échange. Mais je sais que vous serez tous très constructifs pour la construction de la mobilité de demain. Je vais appeler le président Barraud. Je ne te voyais pas, j'étais inquiète. Pour les petits mots de conclusion. Bien, écoutez, je vais pas faire un long discours, Vanessa. Je voudrais juste d'abord vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette journée. C'est un honneur pour moi, c'est un véritable honneur pour toutes les équipes qui ont préparé cette journée et que je voudrais remercier très très chaleureusement. Évidemment Ingrid, que je remercie, et toutes les équipes de la FNTV qui se donnent beaucoup de mal et vous pouvez les applaudir.
voudrais évidemment te remercier, Vanessa, également. C'était ta première en tant qu'animatrice de notre congrès annuel. Et je crois que tu as réussi l'examen de passage, Vanessa. Et on peut l'applaudir. Merci à vous pour votre confiance. Merci beaucoup. Bien sûr, je n'oublie pas tous nos partenaires, sans qui cette journée ne pourrait pas avoir lieu. Je voudrais les en remercier. Ils sont nos partenaires pour cette journée. Ils sont aussi des partenaires importants pour notre fédération tout au long de l'année, sur les sujets que l'on peut étudier à la FNTV, que ce soit des sujets techniques, des sujets de formation. Ils sont à nos côtés tout au long de l'année. Je voudrais les en remercier. Vous pouvez aussi les applaudir. Voilà, j'en resterai là. Je crois que des quelques contacts que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous, la qualité des échanges a été saluée. Je crois que ça a été des débats passionnants, nourris. On n'est pas au bout, donc je crois pouvoir annoncer qu'il y aura un congrès l'année prochaine pour pouvoir poursuivre les échanges. Et en attendant, je vous propose qu'on se retrouve pour boire un verre au cocktail dans la salle à côté. Merci beaucoup. Merci Jean-Sébastien. Je vais juste prendre 2 minutes en plus pour remercier l'ensemble des équipes. J'en profite, les ensembles de mes équipes, évidemment, qui, depuis 4 ans maintenant, accompagnent la FNTV pour l'organisation du congrès et notamment sur la création, sur l'ensemble de l'organisation. J'espère que vous êtes bien accueillis. En tout cas, on fait au mieux. Et je voulais aussi remercier toutes les équipes techniques et les équipes de la Maison de la Chimie qui, chaque année aussi, nous accueillent dans les meilleures conditions. Merci à tous. Je rappelle, pour finir, le thème de ce congrès qui était incontournable pour un transport durable. Je pense que nous en avons fait la preuve. C'est important de le réaffirmer dans votre quotidien. Merci à vous, merci à tous.